Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Méridien Zéro, l'émission francophone de Radio Bandiera, diffusée également par notre camarade Alain du Québec, de Québéca Liberata, que nous saluons ce soir. Alors, comme vous l'avez vu sur le flyer que nous avons mis en ligne ce matin, nous devions aujourd'hui vous proposer une émission exceptionnelle, une émission avec des gens qui ne sont jamais venus sur Méridien Zéro, ce qui nous promettait une émission absolument fantastique. En l'occurrence, messieurs Aziza, Malek Bouti et Alain Krivine. Et alors, par une discourtoisie absolument incroyable, l'émission n'a pas pu se faire. Les trois ont finalement renoncé à cette émission. Quoique j'entends un jappement, est-ce que ce serait monsieur Aziza? Non, ce n'est pas monsieur Aziza. Donc finalement, eh bien, ces trois personnages ont renoncé à notre émission et c'est bien dommage. Donc nous ne nous la proposerons pas. Pourtant, elle était bien dans la ligne de notre émission hebdomadaire, mais ça promettait un débat absolument fameux. Mais tant pis, ça n'aura pas lieu. Autre déconvenu, c'était cette semaine, nous devions enregistrer en fait une émission sur la loi de réforme du Code du travail, donc dite loi El Khomri, en particulier avec Pierre Jovanovic et Roberto Fiorini. Donc nous aurions évoqué tout le mal que nous pouvons penser de cette loi et de ses implications politiques. Hélas, pour des raisons essentiellement de temps, ça n'a pas pu se faire. Le camarade Wilsdorf, que nous saluons aussi, devait mener cette émission et finalement l'enregistrement n'a pas eu lieu. Nous vous proposons donc ce soir une autre émission enregistrée dans notre nouveau studio avec Georges Fétin-Tracol et Monsieur PGL autour du dernier ouvrage de Georges Fétin-Tracol sur la pensée extrême, donc éléments de pensée extrême ou de pensée radicale, avec tout ce que cela induit en termes de réflexion. Par ailleurs, nous profitons quand même de cette introduction pour vous inviter, auditeurs et auditrices, à participer au colloque de l'Institut Iliade le samedi 9 avril à la Maison de la Chimie à partir de 10h. Donc l'Institut Iliade, c'est à la fois des gens qui sont des amis et des camarades, et leur thématique de cette année qui porte donc sur la vague migratoire qui touche l'Europe et qui menace de déstabiliser le continent et qui vient s'ajouter à des années et des années d'immigration incontrôlée, nous intéresse évidemment au premier titre. Donc la matinée, la journée sera décomposée en deux séances. Tout d'abord la matinée, avec des interventions de gens que vous connaissez bien, au moins deux noms. Philippe Conrad, qui est président de l'Institut, Bernard Lugan, François Bousquet, également une réflexion sur l'ouvrage de Jean Raspail, Le Camp des Saints, écrit quand même au début des années 70 et qui s'avère de plus en plus prophétique au fur et à mesure du temps qui passe, hélas. Ensuite, après la pause méridiane, l'après-midi recommencera avec des interventions de Renaud Camus, de Jean-Yves Le Gallou, de Jean-François Gauthier, de Patrick PL également, et des interventions de jeunes militants qui se sont engagés sur ces 2 ou 3 dernières années, ceux qu'on peut appeler la génération 2013, quelles que soient les organisations dont ils font par ailleurs partie. Par ailleurs, vous aurez des vidéos, des interventions. Il y aura évidemment des stands à la fois de librairies, d'associations, également de revues susceptibles de vous apporter toutes les cartouches intellectuelles dont nous avons besoin dans notre combat. Et donc évidemment, nous vous invitons à participer à cette journée. Donc il y aura lieu à la Maison de la Chimie à partir de 10h jusqu'à 19h. Et cette journée promet d'être excessivement riche. Elle est située, donc la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, dans le 7e arrondissement de Paris. Par ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire soit sur le site de l'Institut Iliade, soit en passant par With Event, donc le site de réservation de ce type d'événement. Voilà. Et puis, eh bien, nous vous laissons donc avec Monsieur PGL et avec Georges Fétin-Tracol, et nous vous disons à la semaine prochaine. Chers auditeurs, bonsoir, auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de Méridien Zéro, l'émission Belle et Rebelle, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, francophone de Radio Bandiera, diffusée également par notre camarade Alain de Québéca Liberata, que nous saluons, comme tous les vendredis soirs. Alors ce soir est un jour spécial, car comme vous l'aurez vu sur le blog,
puisque j'y ai mis une photo. C'est la renaissance aujourd'hui de Méridien Zéro dans un vrai studio qui est très largement dû à la générosité des uns et des autres. Tous ces fonds, ces petites sommes et parfois ces grosses sommes que vous nous avez envoyées après l'incendie qui avait ravagé notre local il y a maintenant quasiment 2 ans. Et on a mis le temps, c'est vrai, mais vous le savez bien, Méridien Zéro, ce ne sont que des bénévoles. Et on y a mis le temps, mais nous y sommes arrivés. Et donc nous avons de nouveau un studio. Alors un studio qui est quand même en réglage. C'est vrai que ce soir, c'est une première. Nous avons retrouvé une table de mixage, nous avons retrouvé des micros, nous avons retrouvé tout ce qui fait un vrai studio. Néanmoins, maintenant, il va falloir que nous affinions les réglages pour arriver à un son qui soit vraiment de qualité et qui soit satisfaisant pour tout le monde. Et donc, voilà, ce soir, c'est l'émission Cobaye. Et pour cette émission Cobaye, mais n'empêche, c'est quand même avec un très très grand plaisir que nous nous retrouvons de nouveau avec une installation correcte. Donc émission Cobaye, avec ce soir deux fidèles, 2 proches et 2 membres de Méridien Zéro. Donc c'est pour ça, ils sont là pour essuyer les pots cassés. Comme d'habitude. Voilà, donc le camarade PGL. Bonsoir à tous et à toutes. Et le camarade Georges Feltin-Tracol. Bonsoir aux auditeurs de Méridien Zéro. Voilà, en sachant que j'avais été le premier invité à l'émission numéro 2. Donc je nettoie toujours les plates après. Oui, non, c'est voilà, Georges est notre cobaye. Donc ce soir une émission essentiellement autour de lui et autour de ce qu'il peut écrire, puisque les camarades bretons du Lore, les éditions du Lore, viennent d'éditer son dernier ouvrage qui compile et qui rassemble un certain nombre d'écrits qu'il a pu commettre par ailleurs. Et donc on va en discuter ce soir avec lui, essayer de voir un petit peu tout ce qu'il y a derrière, aller plus loin parfois que certaines thématiques. Et pour ce faire, évidemment, c'est le camarade PGL en particulier qui va le soumettre à la question. Ah ben oui, c'est un bourg que je connais depuis un petit moment. Je crois que nous avons un très vieux compagnonnage, Georges et moi. Donc je crois qu'on peut rappeler aux auditrices et auditeurs qui prendraient un peu le train en marche, en tout cas le train concernant notre invité, que Georges Feltin-Tracol est le cofondateur et le rédacteur en chef charismatique et à vie du site Europe Maxima, qu'il anime depuis 2005. Donc il a fait ses classes au sein de la Nouvelle Droite. Nous nous sommes rencontrés dans une merveilleuse bourgade provençale lors de sessions estivales qui ont connu leur heure de gloire, notamment dans ces années 90. Et Georges, depuis, n'a cessé de produire à très bon escient tout un ensemble de considérations et d'analyses au travers de très nombreux articles et de très nombreuses collaborations à de très nombreuses revues, parmi lesquelles on compte en particulier le Synthèse Nationale et de manière croissante maintenant, il va peut-être nous en parler, Réfléchir et Agir, dont il a d'ailleurs rédigé l'éditorial du dernier numéro, qui nous présentera tout à l'heure. Donc Georges aussi a rédigé ou co-rédigé nombre d'ouvrages qui sont des munitions intellectuelles de première qualité, de haut vol, que nous pouvons que recommander vivement à toutes nos auditrices et auditeurs qui font partie de ces éléments qui contribuent à nous former, à créer un paysage mental et spirituel favorable donc à un renouveau, à une régénération de notre pauvre pays et notre continent en pleine déréliction. Alors Georges est là ce soir, comme l'a précisé Jean-Louis, pour nous présenter son dernier ouvrage, publié grâce aux bons soins de Jules Dufresne, d'ailleurs d'une très très belle édition, papier glacé, belle couverture, faite par le camarade Heidenkopf, d'Alsace d'ailleurs. Donc un ouvrage intitulé « Éléments » au pluriel, pour une pensée extrême. Extrême, oh là déjà je crois que le ton est donné, tout un programme. Donc, éléments pour une pensée extrême. C'est vrai que lorsque j'ai vu ce titre, moi je me dis, tiens, pourquoi il n'a pas plutôt mis pensée radicale, cher Georges ? Alors, je pourrais ne pas répondre à la question parce que tu vas y répondre. Oui, parce que ce soir, je crois que tu n'as pas le choix. Oui, je vais te torturer. Oui, je vais te torturer ce soir.
Donc ne craignez pas, chers auditeurs, chères auditrices, ça va être les cris de torture avec ces tortionnaires. Et pas trop fort dans le micro parce que là on teste. Hein, donc, Alors, Ouais, mais enfin, nous sommes plus guettés par le manque de niveau que. Ah ouais, d'accord. On va embrasser le micro pour pas dire plus. bien. Alors, élément pour une pensée extrême, pourquoi pas élément pour une pensée radicale? J'en parle dans l'avant-propos éponyme de ce nouveau recueil. Non, c'est rien, c'est juste que PGL a pas lu le livre, c'est tout. J'ai pas le temps de n'importe quoi. Alors, tout simplement parce que si j'avais intitulé élément pour une pensée radicale, alors que je m'inscris de manière complète dans la radicalité intellectuelle, c'est parce qu'élément pour une pensée radicale, ça ferait penser à être un disciple de Léon Bourgeois. Qui était Léon Bourgeois? C'était le principal théoricien politique du parti radical et radical socialiste républicain français. Et alors, Qui t'as quelque fut- chose contre les radicaux? Ah, totalement. T'aimes pas le quand- collier en barbe? Absolument Valoisien pas. ou pas? Exactement. S'ils sont valoisiens ou comme actuellement notre cher ministre Jean-François Baillet, ministre de l'aménagement du territoire, qui est le patron des radicaux de Il gauche, n'y a pas de saut métier. auquel, si, il y a certains sauts métiers, il faut le dire. Radicaux, c'est aussi, ou Parti radical, c'est avec cette chère Christiane Taubira, que tous les Ouais, auditeurs bon, Radio là, Courtoisie, ça tous les va, auditeurs ça de va. Méridien Le Zéro, paysage, c'est et pas grave, d'ailleurs apprécient énormément. Et puis aussi Bernard Tapie, ce modèle d'homme politique extraordinaire. Eh bien, élément pour une pensée extrême, c'est d'abord un titre de provocation. Extrême, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'extrême en politique, c'est très mal vu. Surtout si c'est l'extrême droite. Si c'est l'extrême gauche, ça peut passer. Mais pour tout ce qui est en dehors du champ politique, extrême, c'est très bien vu par le système médiatique. C'est par exemple, on parle des sports extrêmes. Traverser à pied l'océan Atlantique, c'est un sport extrême. Se balancer du 70e étage et mettre son parachute à 2 étages avant de se fracasser sur le trottoir, c'est un sport extrême. Avec des sensations qui ne sont pas où. Voilà. Donc, élément pour une pensée extrême, c'est d'abord une provocation. Et puis, c'est une invitation à la radicalité de la pensée dans un moment de chaos. Car nous sommes à l'heure où le chaos s'installe chez nous, en France et en Europe. Voilà, d'ailleurs, dans Radical, je crois que tu pourrais nous préciser, c'est le retour aux racines, certainement. Exactement. C'est revenir aux racines. C'est pour ça que je ne suis pas un extrémiste, je suis un radical. D'ailleurs, à l'heure actuelle, en Grande-Bretagne et aussi en France, il y a des systèmes qui essaient de déradicaliser certains militants. Alors pour l'heure, ce sont les djihadistes, ce sont les islamistes, mais rien n'empêche que dans quelques années, cela soit les auditeurs de Méridien Zéro. Voilà, on va sur des stages déradicalisation. Voilà. Ça, c'est beau. Et tous ceux qui ont financé ce magnifique studio de Méridien Zéro risqueront un jour de faire une petite cure, un peu comme dans l'Orange mécanique d'Anthony Burgess, où il y avait le système, et j'en parle d'ailleurs en Liberté surveillée, où on oblige, on modifie l'état d'esprit des personnes pour arrêter d'être violentes. Eh bien, c'est à peu près ce qui est en train de s'appliquer en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, contre les islamistes. Mais ce qui est appliqué contre les islamistes aujourd'hui, demain, ça tombera sur nous. Donc, soyons des radicaux, revenons aux origines des problèmes afin de les traiter de manière satisfaisante. Alors justement, Georges, pour en rester à ton avant-propos, donc tu parles bien sûr de cette nécessité de radicalisation, aussi d'alternatives qui ne sont pas moins, face donc à l'état des choses. Donc tu prends un exemple, tu prends un exemple récent d'événements qui ont montré justement en fait, comme, les limites d'une certaine forme d'action et qui appelaient justement à une saine radicalité. C'est la fameuse et tant discutée et tant controversée Manif pour tous. Et là, tu n'as pas eu, tu as eu plutôt la dent dure, on va dire, de cette manière. Tu as eu la plume légère, mais je crois à bon escient, justement. Est-ce que tu peux en dire plus pour nous? Oui, alors je sais que ce passage-là risque de provoquer pas mal d'indispositions. J'ai trouvé que finalement, la Manif pour tous était un fantastique échec. Car les manifestants de la Manif pour tous, de la LMPT, n'ont jamais osé franchir le Rubicon. Il y a eu quelques incidents, manipulés parfois par certains agents de la préfecture de police de Paris, mais les manifestants n'ont pas osé aller au-delà. Ils sont restés dans un cadre légaliste. Or,
à l'opposé de l'Europe, en Ukraine, à peu près à la même époque, il y a eu le phénomène du Maïdan, où c'est-à-dire des manifestants ont occupé une place. Qu'est-ce qui aurait empêché les manifestants de la Manif pour tous de rester sous l'Arc de Triomphe, d'occuper les Champs-Élysées, monter Ils des ont un tentes? travail, monsieur. Oui, le lendemain matin, le lundi matin, il faut aller travailler, c'est tout. Mais oui, mais ils auraient pu, si c'était si important que cela de s'opposer à l'ignoble loi Taubira, eh bien le travail passe au second plan. Les Ukrainiens c'est des ont priorités. fait- Mais oui, exactement, ce sont des priorités. Voilà pourquoi je trouve que la Manif pour tous n'est pas allée assez loin. Et je m'appuie sur une controverse qui avait eu lieu sur Boulevard Voltaire entre la journaliste Gabrielle Cluzel, qui défendait la Manif pour tous, et quelqu'un que les auditeurs de Méridien Zéro connaissent bien, Alain de Benoît, qui avait déjà émis quelques commentaires critiques envers ce mouvement, puisque quelques jets de gaz lacrymogène, quelques nez fracassés par les matraques des flics, avaient provoqué quelques scandales, quelques cris, mais toujours le peuple de droite conservatrice applaudit les policiers. Par exemple, à Calais, il y a quelques semaines de cela, les petits commerçants, les chefs d'entreprise en manifestant, en passant devant les CRS, ont applaudi. Eh bien ça, c'est pas une attitude que j'apprécie vraiment, puisqu'il ne faut jamais oublier que les phénomènes d'immigration ne sont que la conséquence d'un système beaucoup plus puissant que nous devons combattre. Oui, un système qui a surtout ses chiens de garde. Qui a aussi Faut ses bien chiens de garde. l'identifier. Et on ne fait pas la révolution de 7h à 8h du matin et ensuite on rentre au travail ou à la maison. Quand on est en un esprit révolutionnaire, on est prêt à faire la révolution, y compris la révolution nationale ou identitaire. Eh bien ici, les manifestants de la Manif pour tous, qui sont allés nombreux dans les rues, n'ont pas osé franchir le Rubicon. Pour prendre des choses de manière très cynique, dans l'avant-propos, j'indique que s'il y avait eu, imaginons au cours des incidents du dimanche sur les Champs-Élysées, les flics balancent en tir tendu une grenade lacrymogène sur un des enfants qui manifestait. Il est touché en pleine tête. Il risque de mourir. Eh bien, je pense que la loi Taubira ne serait jamais passée. Pour preuve, ce qui s'est passé à Siemens, dans le sud-ouest de la France, Rémi Fraisse a été tué par les forces de police. Résultat, le fameux barrage a été arrêté, on a rediscuté et il a été modifié. Malik Ousekine, en décembre 1986, contre la fameuse loi de Vaquet, Malik Ousekine est tué par les voltigeurs de la police française. Chirac retire le projet de loi de Vaquet. S'il y avait eu un mort, eh bien, il n'y aurait pas eu de loi Taubira. Je sais, c'est assez terrible de le dire ça, mais c'est la stricte réalité politique. Mais ça, de toute façon, le pouvoir le sait. C'est ce qui fait qu'en mai 68, De Gaulle, le gouvernement et De Gaulle, à l'époque, ont gagné du temps en sachant que peut-être qu'au départ, il y avait un capital de sympathie pour les étudiants, pour les manifestations. Et à l'époque, les sondages d'opinion le montraient. En particulier dans France Soir, qui était quand même le poids lourd de la presse à l'époque. Et ça, Jobert et les gaullistes savaient qu'en gagnant du temps, de toute façon, l'opinion se retournerait, parce que le désordre, en fin de compte, n'est pas en effet quelque chose admis ou accepté ou qui est longtemps porté par la droite, par la majorité de droite qui structure ce pays depuis maintenant 50 ou 60 ans. Et donc, en effet, à un moment, il y a cette limite qui fait que tous ces gens-là ne franchiront jamais la limite du désordre. On l'a déjà vu aussi au sujet de la guerre d'Algérie. Oui, L'Algérie pareil, française. bien Oui, sûr. puis c'est aussi une question de perception de l'État. Donc, C'est là, ça. tu fais C'est le vieux parti de l'ordre Tu bonapartiste. faisais aussi la comparaison avec l'Ukraine. Bon, cette comparaison, aussi sympathique qu'elle me soit, tu t'en doutes, trouve aussi ses limites d'une certaine manière. Parce que bon, on a quand même des réalités totalement différentes. En Ukraine, on a une population qui est habituée à une certaine résilience, qui est habituée à une survie, une certaine précarité sociale, professionnelle,
psychologique. On a aussi un État qui est perçu depuis longtemps, enfin, un non-État en ce qui concerne l'Ukraine, comme une entité étrangère, comme un système presque intérieur d'occupation, terme qui est repris aujourd'hui par nos camarades nationalistes. Oui, tout à fait, parasitaire, totalement dévoyé, alors qu'en France, au contraire, l'État est ce qui arc-boute, ce qui a créé, ce qui a généré la nation française. Et aujourd'hui, l'État, on en attend à la fois, on le critique à foison, mais on en attend presque tout. Exactement. C'est un État démiurge, quelque part. Dans un essai très récent, Michel Drac, qui je crois est venu sur Méridien Zéro, au sujet de triangulation, explique très bien qu'en France, l'État s'est construit contre les corps intermédiaires, et aujourd'hui, il n'y a aucune médiation entre l'individu et l'État. Alors qu'en Ukraine, il y a encore ce phénomène de corps intermédiaire. C'est cette capacité d'auto-organisation qui résulte de la tradition cosaque, qu'on a vu en œuvre dans le Maïdan, qui n'était pas une manipulation venue de l'extérieur, contrairement à ce qu'on continue à penser. Donc là, on a vu cette capacité insurrectionnelle et d'auto-organisation traditionnelle de la longue durée de l'histoire ukrainienne se mettre en route avec des avant-gardes donc militantes, nationalistes qui s'étaient formés, préparés depuis longtemps à ce type d'événements, mais qui ont fait déborder le vase, quoi. Ils ont fait déborder le vase et qui ont lancé une dynamique, c'est-à-dire un processus de montée des tensions. Et ce qui n'a pas été le cas chez nous. Et là, forcément, comme le disait très bien Jean-Louis, on retrouve aujourd'hui cette révération. Cette révération, je suis fatigué, je ne sais pas si le terme s'emploie, mais on révère un petit peu l'État comme vecteur d'ordre, justement, vecteur d'ordre qui rassure, parce qu'on sait très bien, on sent que de manière plus ou moins consciente, mais derrière, il n'y a rien. Si l'État s'écroule, qu'est-ce qui reste ? Et encore, la population concernée n'était pas la pire, la moins concernée, la plus concernée, je veux dire, dans cet ordre d'idée, parce qu'on sait très bien que les strates catholiques, bourgeoises catholiques urbanisées de l'Ouest et de la France, sont beaucoup plus structurées au niveau familial et communautaire que d'autres strates de la population, notamment ces classes en déshérence que Christophe Guilly, le géographe, a bien mis en avant dans cette France, délaissée, qui souffre et que l'on néglige totalement, ces classes populaires qui sont tant décriées. Donc là aussi, on avait affaire peut-être à ces couches sociales françaises qui étaient les plus à même de pouvoir aussi porter leur propre... On le voit d'ailleurs, notamment les catholiques traditionnalistes constituent une sorte d'entité propre, en fait, comment dirais-je, de biotope. De communautés qui génèrent leur propre système de formation, d'éducation, etc., qui sont relativement autonomes et qui sont sûrement parmi les plus autonomes que l'on peut trouver au sein de la population française. Et malgré ça, il y avait ce toit de verre qu'on n'a pas pu ébranler, qu'on n'a pas pu ébrécher, c'est-à-dire l'État, les autorités, les corps constitués, les forces de l'ordre, les médias. Les flics, les médias bien sûr, et les flics sont encore nos amis. Je crois que pour beaucoup d'entre eux, quand même, les regards sont dessillés, notamment pour les plus jeunes d'entre eux. Mais jusqu'où cela peut aller, je crois bien optimiste. Par rapport, vous avez raison, les amis. Non, je pense que sur le moment, on a pu se dire, après quelques heures de garde à vue, dans des conditions pas toujours heureuses, donc quelques bons coups de matraque, etc., on a l'impression, effectivement, là, je vous rejoins, en fait de compte que ça a été vite oublié. Oui, puisque maintenant, après les attentats de janvier et de novembre 2015, on a de nouveau ce soutien envers les forces de l'ordre républicaine et de l'ordre républicain, les forces républicaines de l'ordre. Et le régime, le gouvernement, utilise à fond l'idéologie sécuritaire en disant « Braves gens, dormez, consommez tranquille, nous veillons contre tous les ennemis. » Oui, alors on peut s'apercevoir des limites de cette alors qu'on sait où est l'ennemi principal. Voilà. Mais ça, je crois que c'est un des mérites, on va revenir sur les autres de ton ouvrage, et pas uniquement que de cet ouvrage, tu le dis déjà depuis un petit moment, c'est de bien mettre en évidence le fait qu'aujourd'hui, les alternatives doivent être véritablement radicales. Et surtout, briser tous les cadres du système tel qu'il soit et dans quelque domaine que ce soit. Nous devons repartir sur des bases nouvelles et ne laisser aucun champ du réel occupé, de certaine manière, aujourd'hui par les dernières strates de ce système-là. Donc il faut véritablement une attitude vraiment révolutionnaire, et ça, tu ne cesses de le démontrer dans de multiples domaines, et on va pouvoir donc balayer un petit peu les différents champs, parce que là aussi, ton ouvrage, comme tes précédents essais, est constitué de chroniques,
d'analyses que tu as déjà publiées, soit sur... Et il ton y a site, des textes inédits quand même. Voilà, il y a toujours des textes inédits, et c'est tant mieux. Mais bon, ces textes, tu les as remis en perspective. Tu les as remis en perspective, tu les as classés selon des centres d'intérêt. Donc on va peut-être en aborder quelques-uns. Qui permettront de donner envie à nos auditeurs d'acheter bien sûr ton ouvrage et de le lire et de le méditer. Tu évoques dans les premières pages de ton livre des figures altières qui font partie un petit peu de notre paysage mental, qui doivent en tout cas s'inscrire dans nos paysages mentaux respectifs. Boris Bardèche, tu lui as consacré un petit essai. Oui, alors là, comme l'article, c'était le début, la recension de la bonne biographie de Francis Bergeron, paru chez Pardès, et comme ensuite j'ai écrit un Maurice Bardèche et l'Europe, j'ai pensé que c'était intéressant de remettre ces petites recensions dans la partie figure. Non, mais surtout, ça permet une fois de plus d'attirer l'attention sur cet homme, dont d'ailleurs le combat européiste, ou alter-européiste, dirons-nous, alter-européiste, autour de ces micros, était méconnu en fait. C'est-à-dire quelques mots pour revenir sur et d'ailleurs, une petite anecdote, ouais. Méridien Zéro est en partie à l'origine de la sortie de Bardèche et l'Europe aux éditions Les Bouquins de Synthèse Nationale. Youpi. Puisque je me souviens qu'il y avait eu une émission faite sur MZ avec, je crois, Eugène Crampon, ouais, l'un des fils de Maurice Bardèche, et puis l'ami Patrick Canet. Ouais. Eh bien, en écoutant l'émission de MZ, puisque je suis un auditeur fréquent de MZ, là, je suis en train de cirer les pompes de Jean-Louis et de PGL. Ouais, tu fais mieux que nous. Ouais. Et après, il y aura le studio à nettoyer aussi. Voilà. Quand je vous dis que je suis là pour nettoyer les plâtres, eh bien, grâce à cette émission, j'ai relancé ce que j'avais mis des notes sur Bardèche, qui est devenu Bardèche et l'Europe. D'accord. Donc, tu évoques Maurice Bardèche, bien sûr, Dominique Vénère. Oui, Saint-Loup. Alors, Dominique Vénère, justement, oui. Son sacrifice, la manif pour tous. Là aussi, on voit que il ne s'est pas sacrifié uniquement pour la manif pour tous, pour un cadre. Je viens de dire. Voilà, c'était le même contexte. Oui, c'était le même contexte, bien entendu. Même actualité. Là aussi, à Tissemé, c'est à nous de. Pour l'instant, l'événement est beaucoup trop proche de nous. On ne peut pas. On ne peut pas donner un avis. Voilà. Donc, en tout cas, à nous de faire en sorte. Il faut attendre que la floraison se fasse. Et la floraison, c'est à la différence du printemps. Quand reviendra le printemps, je n'en sais rien. En tout cas, à nous de faire en sorte que son héritage ne soit pas trahi. Et c'est vrai que la question pourrait se poser de certaine manière. Donc, d'alter figure, Saint-Loup, tu pourrais revenir un peu sur Saint-Loup très rapidement. Dans ton regard Saint-Loup, je crois que c'était à l'occasion de la publication de la biographie de Saint-Loup, justement par Francis Bergeron. Oui, exactement. Puisque Saint-Loup fut un des tout premiers auteurs que j'ai découvert, puisqu'à une certaine époque, en bibliothèque municipale, il y avait les livres de Saint-Loup. Et un jour, je suis tombé sur Nouveau Cathare pour Montségur, que j'ai lu. C'était aux éditions Presse de la Cité. Oui, tout à fait. Avec la couverture de Montségur. Photo noir et blanc. En photographie noir et blanc. Et j'avais découvert ça, donc je découvrais tout le monde occultiste du national-socialisme, le Graal, Autoran et compagnie. Et j'ai découvert cet auteur Saint-Loup. Ensuite, j'ai découvert dans la même bibliothèque son livre sur Jérusalem, puisqu'il a écrit un roman consacré... Le sang d'Israël. Le sang d'Israël. Très rare. Qui est extrêmement rare, que j'ai eu. Et ensuite, j'ai lu la plupart des ouvrages de Saint-Loup. Et c'est bien plus tard que j'ai découvert que Saint-Loup avait eu un engagement politique et militaire très particulier. En disant, tiens, parfois le hasard fait bien les choses. Tu veux dire les auberges de jeunesse ? Exactement, les auberges de jeunesse, très à l'est. Le Contadour. Très à l'est. Et puis avec des servantes un petit peu en noir. Un dirndl, non, je parle de dirndl. Bon. Eh bien, j'ai découvert et j'ai trouvé que Saint-Loup, c'était quelqu'un des grands précurseurs d'une certaine Europe, d'une autre alter-Europe, si je puis dire, avec son fameux texte paru dans Défense de l'Occident de Maurice Bardèche en 1976, où il montrait une carte des patries charnelles et des régions ethniques européennes. J'allais y venir. C'est deux cartes qui avaient été reprises d'ailleurs dans son ouvrage Les 1660 d'or, sur justement les volontaires. Léon de Grelle et le rexisme. Les volontaires wallons et bourguignons, grands bourguignons donc, sur le front de l'Est. Effectivement, je crois que, et d'ailleurs ça s'inscrit dans la perspective que tu traces au fil de tes nombreux ouvrages, au niveau de notre démarche identitaire, c'est des perspectives triscalaires sur ces trois échelles. Donc l'échelon ethno-régional, l'échelon national historique et l'échelon fédéral impérial qui est le nôtre. Géopolitique continentale. Bien sûr. Donc là, je crois que cette notion de patrie charnelle, je crois que nous devons souligner
et sur laquelle attirer l'attention pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore l'œuvre de Saint-Loup. Je crois que parmi toutes les choses que Saint-Loup nous a apportées, il y a aussi la montagne. Hein, le sport, le dépassement de soi. Le dépassement de soi, avec les ouvrages de Saint-Loup sur la montagne, qui peut être mis à côté de celui de Juste Evola, Méditation néo-décime, par exemple. Moi, je me rappelle quand je partais en course, il y avait Face Nord et Méditation décime dans mon sac, et je n'étais pas le seul, sûrement, comme beaucoup de camarades, qui ajoutaient le Zarathustra de Nietzsche. Donc là, je crois que Saint-Loup, cette notion de Patrick Chanel est fondamentale pour nous. Et justement, comme tu le précises dans ton ouvrage et dans ceux qui ont précédé, il permet justement de dépasser ce strict cadre étatique qui a présidé donc à la naissance de notre pays et sur lequel, comme on le disait tout à l'heure, on se réfère beaucoup trop, que ce soit pour toute la frange nationaliste et souverainiste, qui, à mon sens, je ne dis pas méchamment, parfois encombre un petit peu les strapontins d'une démarche alternative et radicale. Dois-je rappeler aux auditeurs de Méridien Zéro que, je crois, à la fin des années 1990, Dominique Vénère publiait à l'époque des Tribunes libres dans le Figaro. Tout à fait. Et il avait mentionné un texte qui avait fait un immense débat dans la mouvance, où il défendait l'idée d'identité par rapport à la notion de souveraineté. Et il avait développé cette idée dans un excellent entretien d'Henri Varol. Et c'est d'ailleurs à l'époque où sa première revue Enquête sur l'histoire était parue. Et je me rappelle de ce premier numéro où justement il montrait que la France était une réalité qui ne devait pas seulement à la construction politique qui a été celle des rois capétiens, ensuite suivie et parachevée par la République. Il y avait une réalité charnelle à travers la civilisation médiévale, axé notamment ce fameux temps des cathédrales de Georges Duby et tant d'autres. Il avait ce mérite de montrer qu'en fin de compte, on pouvait appréhender, nous aussi, l'histoire de notre pays, pas uniquement au prisme du fait étatique et national, au sens de stato national, mais au sens d'une réalité charnelle, au même titre que les démarches identitaires de type germanique ou slave. Lorsqu'on fait bien sûr cette dichotomie entre le nationalisme, on va dire ethnique, völkisch, donc d'essence germanique, où c'est le peuple qui va engendrer tôt ou tard un État-nation. C'est le cas de l'Allemagne notamment dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et la construction donc artificielle, de certaine manière, volontariste, de la part des souverains qui a été c'est la France. Il montrait qu'en fait de compte, avec relativement de pertinence, on pouvait apprendre dans cette histoire de notre pays, notamment dans son moment médiéval, sur les deux points, que les deux démarches, en fin de compte, se complétaient. Oui, totalement, d'autant que je considère que le destin de la France est européen. Et je rappelle que les rois de France ont souvent, à plusieurs reprises, prétendu à la couronne du Saint-Empire romain germanique. Il y a un excellent auteur, j'en parle de temps en temps. C'est vraiment un ton mérite, Georges. C'est Alexandre Yali-Haran qui avait publié en 2002 ou 2003, Le Lys et le Globe, qui est un livre remarquable, que j'ai acheté grâce à toi, qui montre que les Valois, mais aussi François Ier, Louis XIV, revendiquaient la couronne du Saint-Empire, car ils s'estimaient, eux aussi, les héritiers de Charlemagne. Voilà pourquoi je ne suis pas souverainiste au sens stricto sensus du terme, je suis pour la souveraineté politique qui se décline au niveau régional, national et européen, même si à l'heure actuelle, l'Union n'est pas européenne. Ouais, juste une assise. Le seul aspect dommageable en fait de cette tournée comme ça vers le continent européen au niveau de ces monarques, et puis d'ailleurs c'est quand même une constante souvent au niveau de la politique, au niveau de la politique française, c'est d'avoir le pendant, c'était en fait de tourner le dos à la mer, et ça c'est peut-être l'aspect un peu dommage, d'où la conséquence un peu négative de ces ambitions européennes et de ce regard tourné vers le continent. Mais tu oublies, Jean-Louis, que sous Louis XV, il y a eu le fameux renversement des alliances, et Louis XV, grâce à Madame de Pompadour, qui a eu l'intelligence de s'allier avec la Maison d'Autriche, et c'est sous Louis XV que commence à repartir la puissance navale française, qui va trouver sous Vergennes, ministre de la marine de guerre de Louis XVI, sa consécration en remportant des batailles navales contre les Anglais au cours de la guerre d'indépendance américaine. Puisqu'en s'adossant d'un côté, d'une part, avec l'Autriche, et en créant aussi le fameux pacte de famille qui unissait les Bourbons de France, d'Espagne et de Parme, mais en excluant les Bourbons de Sicile,
pour des raisons diverses et variées, eh bien, on permettait à concilier à la Des fois voleurs. la France et le côté terre et le côté mer. Car je rappelle que la France, entre la dichotomie terre et mer, livre titre de Carl Schmitt, Ouais, tout à fait. il y a la France et entre les deux. La France, du fait de ses ouvertures maritimes et océaniques, est une puissance navale, une puissance maritime. En tout cas, Deuxième domaine maritime au monde derrière les États-Unis, mais c'est en même temps aussi une puissance continentale. Donc la France, et d'ailleurs ça a toujours été le problème, la France n'avait pas assez d'argent pour financer à la fois son armée et sa marine de guerre. Et il y a eu des phases un peu différentes où l'un prenait plus ou moins le pas sur l'autre. Je me rappelle de Robert Stockers qui avait rappelé à notre attention un ouvrage que Feu Maître Jean Mabir, avait coécrit avec Catherine Antique, sa deuxième épouse, un ouvrage qui montrait, le nom de cet amiral m'échappe. Peut-être qu'il va te revenir, mon cher Georges. Un amiral je crois c'était du XIVe siècle, hein, juste avant la guerre de 100 ans, qui a justement aussi s'est efforcé de faire de notre royaume une grande puissance maritime. Et qui a joué un rôle. Alors, son nom m'échappe. Là aussi, son nom m'échappe, en sachant qu'il n'y a pas eu que ce... Oui, il y a aussi Richelieu, bien sûr, qui a essayé de relancer. Là, déjà, dès le Moyen-Âge, oui, la fin du Moyen-Âge, son nom m'échappe sur le moment. Là, tu me prends de court. C'est Les Maîtres des Nefs du Haut Moyen-Âge. C'est un bouquin qui est sorti, c'est les petites collections que Mabir et beaucoup d'ailleurs d'écrivains de la Nouvelle Droite sortaient aux éditions Famo. C'était je vois de quoi il s'agit. L'histoire de la Gestapo, etc., les survivants de l'aventure hitlérienne, les troupes d'élite, il y avait Vénère, il y avait Vala, il y avait Saint-Loup, qui écrivait, de Benoît, sous son pseudo Foyos, qui écrivait dans cette collection de bouquins qui sortait dans la première moitié des années 70 et qui était proposée en vente par correspondance. Et donc, il y a eu une série consacrée aux aventures de la mer. Et Mabir avait écrit sous le nom de sa femme, avait coécrit et publié sous le nom de sa femme cet ouvrage peu connu et qui met l'accent justement aussi sur cette vocation maritime et militaire de la France entre la fin du règne de Philippe le Bel, à l'époque où il se dépatouillait avec les Flamands, et l'Angleterre, qui n'est pas encore devenue la thalassocratie qu'elle sera à partir d'Élisabeth Ier. Donc c'était, je ne me souviens plus comment s'appelle ce personnage, j'essaie de retrouver ça et éventuellement je le préciserai lors d'une prochaine émission ou dans une de mes prochaines chroniques. Mais c'est effectivement intéressant, on a eu de manière variable, selon les règnes, soit l'aspect continental, soit l'aspect maritime qui a dominé. Bon, après, on a su ce qu'il est advenu. Hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un film que je conseille à nos auditeurs, que j'ai vu il y a quelques jours, qui est disponible donc sur la grande toile. Un film qui s'appelle Amiral, qui n'est pas le film russe consacré à l'amiral Kolchak, pas du tout, mais c'est un film qui est consacré à De Ruyter. À l'amiral donc Michel de Ruyter, donc qui fut une des grandes figures de l'histoire militaire maritime des Pays-Bas, et qui a contribué à jeter les derniers feux des Provinces-Unies, des Pays-Bas sur les mers, avant bien sûr sa domination par la perfide Albion. Et donc c'est un film, d'ailleurs ce film est intéressant à plusieurs titres. Premièrement, mais il montre qu'à nouveau on a une sorte de Dutch Pride aux Pays-Bas, d'un pays qui a souvent pratiqué le cosmopolitisme, le multiracialisme et on va dire presque une sorte d'automasochisme au sein de notre continent. Là, on a un pays qui véritablement met en avant une figure de son histoire et sous le mode d'une fierté. Une grande figure de notre histoire, un grand patriote, quelqu'un qui a combattu les Anglais, les Français aussi. C'est l'époque de la guerre de Hollande, de 1672-1678. Et non pas la guerre de François. 14, voilà. Donc c'est un film, au-delà des partis pris filmiques du réalisateur, qui sont très modernes, ralentis, musique envahissante, c'est un film qui est vraiment remarquable, qui dure presque 2 heures, et en tout cas qui montre des scènes de combat naval qui sont époustouflantes. De vérité, c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on peut être attaché au cinéma traditionnel, en cinémascope des années 60, avec ses grands décors, on a quand même là une capacité de reconstitution des techniques navales. Donc, vraiment, c'est un film remarquable et qui montre surtout, là, c'est des dimensions navales qui ont été celles de certaines puissances européennes, en particulier celles des Pays-Bas, quand même, c'est des Provinces-Unies. Et c'est là aussi qu'on voit, et ce sont aussi des éléments que tu développes, cher Georges, dans tes ouvrages et dans celui en particulier, qui en fait de compte la puissance d'un peuple et d'un pays n'est pas uniquement dépendante du nombre, de sa richesse, de la richesse aussi de son pays. Mais là, qu'est-ce qu'on avait ? Ces Pays-Bas,
On avait des terres difficilement gagnées sur la mer, avec des siècles de labeur harassant de la part de ces paysans opiniâtres. Et on voit cette petite puissance qui est devenue une des premières puissances navales du globe, dans un laps de temps très bref, au début du XVIe siècle. Extrême fin du XVIe, début du XVIIe siècle, en ayant conquis pratiquement, en ayant des comptoirs dans le monde entier, sur tous les continents. Et là, ce film montre bien le basculement qu'il y a entre, le passage de témoin entre Bataves, entre néerlandais et anglais, futur britannique. Et on voit surtout ces derniers feux de la puissance néerlandaise grâce à cet homme attachant d'ailleurs, qui était Michel de Ruyter. R-U-Y-T-E-R. Voilà, j'espère que les auditeurs me pardonneront cette petite digression, mais d'ailleurs ils peuvent se précipiter sur ce film, qui est traduit par Admiral ou Admiral. Je crois qu'on l'a fait malheureusement à l'anglaise comme d'habitude. Donc on peut trouver sur les plateformes dédiées pour ce film. C'est récent ? C'est récent, c'est un film qui date de l'année dernière. Mais vraiment, je dis, moi, ce qui m'a étonné, c'est que là, on a un film qui cultive une dimension. Il y a une dimension patriotique et de fierté évidente dans ce film. Et ça m'a étonné de la part des Néerlandais. Ceci étant, c'est un phénomène qui est relativement léger aux Pays-Bas depuis quelques années, mais qui est réel. Je pense que la confrontation, en particulier, la montée en puissance des problèmes avec la communauté marocaine. Oui, l'assassinat, bien sûr. Tout à fait. Sur place, a fait qu'il y a quand même une prise de conscience. Qui se traduit pas forcément par les urnes, quoique par le passé, un ou deux partis populistes néerlandais ont pu pousser un petit peu la vapeur. Mais ça se traduit pas forcément encore par des résultats électoraux. Mais à la limite, peu importe. C'était pas, on juge pas du réveil d'un peuple ou de sa présence seulement sur ce critère-là. Et je pense qu'en effet, oui, il y a quand même il y a des choses qui commencent à bouger, comme quasiment partout en Europe, ceci étant. Il y en a qui sont encore très loin. Oui, il y en a qui sont très loin à la détente, c'est clair. Mais c'est vrai mais les Pays-Bas partent de loin aussi. Tu as raison, c'est vrai que là, les Pays-Bas, je crois que même ça s'est opéré il y a depuis 2 ou 3 ans, même, vraiment un peu plus. Alors que les Suédois sont encore à la traîne. Il serait temps qu'ils se réveillent, il n'y a pas que d'ailleurs. Alors, oui, Georges, donc cet aspect-là est fondamental. Alors, on parlait de cette dimension, donc... dans les figures, tu en as oublié 2 autres. Oui, on peut les citer. Bien sûr. Vas-y. D'autant qu'à la différence... alors, j'ai rencontré Dominique Vénère à 2-3 reprises, mais j'ai jamais eu de longues discussions. Bien entendu, je n'ai jamais rencontré Saint-Loup ou Maurice Bardèche. Et les 2 dernières personnes qui font partie des figures parues dans Éléments pour une pensée extrême, ce sont 2 personnes que nous avons bien connues, puisqu'il s'agit de Maurice Rollet, qui fut le chancelier du Grèce et le patron des universités d'été où on s'est rencontré, mon cher PGL. Tout à fait. Il y a près de 25 ans. Et puis le second fut un des présidents du Grèce de 1987 à 1991, qui fut mon parrain au Grèce avec Charles Champetier. Il s'agissait de Jacques Marlot. Tout à fait. Quelques mots sur eux ? Eh bien, c'était des personnalités extrêmement contrastées. Il parle plus à ceux qui ont pu les connaître, qui viennent de notre mouvance. Mais bon. Alors, Maurice Rollet était surtout un poète, c'est un communautaire, c'est-à-dire quelqu'un qui, par sa voix déjà, il avait une voix terrible. Alors, le docteur Maurice Rollet, puisqu'il était un médecin, poème. Et il lisait des poèmes sur l'enracinement. D'ailleurs, je reprends un de ses plus beaux poèmes qui est L'Accent. Il avait sorti L'Accent. Ouais. Il avait sorti des rimes et des runes. Et des runes il y a très très longtemps. Un ouvrage aujourd'hui très recherché d'ailleurs. Qu'il m'avait dédicacé à l'époque. Et puis le second... Alors, Maurice Rollet n'était absolument pas un intellectuel. Alors attention, intellectuel, les grandes idées, il connaissait beaucoup de choses. Il avait dans sa bibliothèque énormément de livres. Mais il était surtout très communautaire. C'est lui qui s'occupait des veillées. C'est lui qui le chancelier du Grèce. Du lien. Le chancelier du Grèce, c'est-à-dire la personne qui s'occupe de tout ce qui est les traditions. Et puis le second était beaucoup plus intellectuel. C'était Jacques Marlot. Quelqu'un qui avait passé une partie de sa vie en Afrique du Sud. Mais il animait le cercle du Grèce. Exactement. Et il animait aussi la revue bilingue anglais-afrikaans Ideeën. En Afrique du Sud. Avec son épouse Ursula, il s'était installé dans le nord du département de la Loire, donc pas très très loin de chez moi.
Et pendant très longtemps, j'allais chez lui pour rédiger les articles de l'Esprit européen, la revue que nous avions dirigée de 2000 à 2005, 13 numéros. C'était une revue semestrielle. Et puis on participait aussi au solstice d'été, puisque Jacques Marlot avait une très grande propriété. Et dans ces solstices d'été, j'avais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui était une personnalité très attachante, Robert Dain. J'étais sûr que vous allez parler de lui, enfin que tu allais parler de lui, je te vois, ça va pas. Alors pour revenir à Jacques, effectivement, je ne peux que conseiller à nos auditeurs un de ses recueils, un des rares recueils malheureusement qu'il a édité, qui a été édité par Philippe Randa. Exactement, aux éditions du Alpha, c'est Interpellation. Interpellation, vraiment. Questionnement métapolitique. Non, vraiment, là, Jacques était aussi le gardien du temple d'une pensée, on va dire, néo-droitiste, orthodoxe, fidèle à certains fondamentaux. Exactement. Et il avait écrit aussi un petit livre, Comprendre le bombardement de New York, juste après le 11 septembre, où il annonçait déjà la mise en place de l'idéologie sécuritaire aux États-Unis, en Occident, en France et en Europe. Il avait beaucoup aussi, dans le siège d'Héris Debray, travaillé sur la discipline de la médiologie. Oui, puisque officiellement, il était enseignant universitaire à Lyon 3, spécialisé dans la communication. Et donc, il travaillait énormément sur le phénomène des médias. Il avait fait un travail précurseur, puisqu'en 1987, dans la revue du Grèce Études et Recherches, il avait fait un long article sur les médias. Ah, je m'en souviens. Par exemple, on peut le réentendre, on peut entendre sa voix, puisqu'on avait fait une émission avec lui. Oui, au sujet de la réédition du Renouveau païen. Monsieur PGL, sur le paganisme, oui, tout à fait, c'est moi qui avais animé. À l'occasion de la réédition de son livre Le Renouveau païen dans la pensée française, qui avait été préfacé par Jean Caux. Voilà, un livre qui était sorti déjà en 1986. Voilà, 86, qui était précurseur et qui était issu d'ailleurs d'un travail universitaire, mais bon, tout à fait lisible, contrairement à certains travaux universitaires. Et je crois que oui, qui résumait vraiment, de manière posée, mesurée, la perspective païenne qui est la nôtre, en tout cas, pour beaucoup d'entre nous. Venant d'un père de famille de 8 enfants. Tout à fait. Et qui a fait sa première classe au sein de la FEN et de Revaction, quoi, de cette manière. Alors, ton livre est une grande richesse, on a quand même plus de 450 pages qui se déroulent sous nos yeux. Comme je disais tout à l'heure, tu essaies un peu de catégoriser les différents articles qui composent des chapitres. Pourrais-tu revenir un petit peu sur l'état de fractionnement, d'éclatement, de dissolution de notre hexagonistan à travers quelques-unes de ces manifestations? Parce que ce qui est vachement intéressant dans ton ouvrage, comme dans tous tes ouvrages, c'est que tu vas partir de faits d'actualité, d'éléments factuels pour les hisser à un certain niveau de réflexion et de prise de champ. Qui vise à tracer les justes voies, quoi. Je tente de concilier le point de vue métapolitique, qui est très important, avec la réalité, le concret, avec les faits. Oui, parce qu'il y en a certains qui restent un peu hors sol des fois. Et il faut surtout être enraciné dans les faits, dans le quotidien. Et en m'appuyant sur les travaux du géographe Christophe Guéluy, qui met en lumière l'éclatement de l'Hexagone, car je considère que la République occupe la France et elle est en train de transformer la France en hexagone. Donc l'hexagone met en place un éclatement de la population, éclatement à la fois territorial et sociologique, avec 4 aires concurrentes. Les métropoles, ce n'est pas anodin s'il y a à l'heure actuelle, dans le projet de loi NOTRe, voulu par Hollande, Valls et Cazeneuve, NOTRe, cela veut dire nouvelle organisation territoriale de la République, avec la fusion de certains départements et surtout l'apparition des métropoles, avec comme exemple en région parisienne la fameuse métropole du Grand Paris, et puis surtout ce qui est réalisé depuis le 1er janvier 2015, la métropole de Lyon. Cette métropole de Lyon, il faut le savoir, et les auditeurs de Méridien Zéro doivent le savoir, aujourd'hui, Lyon, avec son numéro code postal 69, n'est plus dans le département du Rhône. Aux dernières élections départementales, comme pour les Parisiens, puisque je rappelle qu'à Paris, il n'y a pas d'élection départementale, il n'y a pas de canton, donc les Parisiens ne sont pas allés voter en mars 2015 au départemental, mais aussi les Lyonnais et les communes avoisinantes de Lyon. Car depuis le 1er janvier 2015, Lyon, l'ancienne communauté d'agglomération, l'ancienne métropole urbaine ou communauté urbaine de Lyon,
a quitté le département du Rhône pour former une nouvelle collectivité territoriale qui s'appelle la métropole, dont le président de la métropole est actuellement le maire de Lyon, Gérard Collomb, sénateur socialiste par ailleurs. Pourquoi ? C'était un accord entre Gérard Collomb et l'autre homme fort du département du Rhône, Michel Mercier, qui est un centriste, qui lui vient de Thizy-les-Bourgs, c'est-à-dire dans le Beaujolais, dans le nord du département du Rhône. Ils ont fait un Yalta, pour faire très simple, c'est-à-dire le département du Rhône, aujourd'hui, c'est un département profondément rural, centré sur Villefranche-sur-Saône, tandis que tout ce qui est urbain, c'est dans la métropole de Lyon. C'est-à-dire, à Lyon, les collèges qui normalement dépendent des départements, des conseils départementaux, sont désormais financés par la métropole de Lyon. Mais cette tendance à la métropolisation, et c'est pas à toi que je vais la prendre, hein, Georges, est-ce que c'est... Tu dis, bon, c'est finalement c'est une occupation, c'est une forme de réorganisation du territoire par la République. Est-ce que ce n'est pas finalement la validation d'une tendance plus lourde que tu connais bien, qui est la mondialisation ? Bien entendu. Dans la mesure où cette métropolisation, hein, c'est un phénomène, une tendance lourde à laquelle on assiste à l'échelle du monde entier, qui voit l'émergence de monstres qui sont Shanghai, qui sont Singapour, qui sont toutes ces grandes villes, toutes ces grandes agglomérations, qui sont en fait les seuls territoires gagnants de la mondialisation. Hein. Les autres sont globalement perdants. Mis à part un certain nombre de littoraux, et encore, sur les littoraux, c'est souvent là aussi les organismes urbains qui sont gagnants. Est-ce que finalement, le gouvernement ne fait pas que adapter, entre guillemets, la France à un phénomène une vague de fond bien plus large et qui finalement n'est pas liée à la République ? On peut imaginer un autre régime qui, en gros, mettra en place à peu près la même réforme à l'échelle du territoire. Oui, mais le problème, c'est la République aussi. Oui, voilà, ça m'empêche pas. Alors, tu as raison. Les métropoles sont parfaitement liées avec la mondialisation. Christophe Guilluy montre très bien qu'aujourd'hui, les pôles de prospérité à l'échelle mondiale sont les métropoles. De nombreux géographes parlent de ville-monde. Paris est une ville-monde. À côté, autour de ces métropoles, il y a les banlieues de l'immigration qui sont aidées avec les politiques de la ville. Au-dessus de plus loin de ces banlieues, il y a ce que Christophe Guilluy appelle la France périphérique, c'est-à-dire la France des déclassés sociaux. Et il faut jamais oublier aussi, il y a maintenant la France du rural profond, c'est-à-dire dans des communes du centre de la France, en Auvergne, qui perdent non seulement les services publics, la poste, mais aussi le dernier café, et sa jeunesse, puisqu'il n'y a que des retraités. Et comme il y a de moins en moins d'habitants, eh bien, on assiste à une reformation des communes. C'est-à-dire les communes fusionnent pour créer des communes d'une taille beaucoup plus importante. Et en fusionnant, les communes perdent leur nom et souvent, on fait disparaître Saint quelque chose au nom de la fameuse République pour appeler d'autres termes. À l'heure actuelle, en Vendée, il y a la chapelle Basse-sur-Mer qui est en train de fusionner. Et je sais que l'historien Rénal Sécher est contre, puisque le nom sera quelque chose de totalement improbable de cette nouvelle commune. Voilà. Ouais. Comme ça, on utilise la mondialisation pour éradiquer toutes les racines françaises, avec la ville et avec les communes, puisqu'il y a une étude récente qui montre qu'en Europe, le pays où il y a plus de communes qui commencent par Saint, c'est la France, ce qui est assez logique, puisque la France est l'État le plus étendu d'Europe, en dehors de l'Ukraine et de la Russie. Puis l'un ou voire le plus ancien aussi de l'Europe occidentale. Avec un maillage très ancien surtout. Avec un maillage qui revient, date non seulement de l'époque romaine, mais aussi du fameux pagus gaulois. En tout cas, à travers ces perspectives, Georges, moi, ça me fait penser aussi à des anticipations qui sont faites dans notre domaine, celui de la littérature. En partie de la littérature d'anticipation, c'est-à-dire qu'en fin de compte, pour ceux qui sont des friands comme moi de romans d'anticipation, qu'on peut rattacher notamment à la sensibilité cyberpunk, on voit s'esquisser ces univers cauchemardesques qu'on retrouve dans certains romans, dans ces romans qui essaient justement de dresser le visage de ces sociétés tentaculaires du futur, où justement on va assister à une sorte de bipolarisation
du zonage, c'est-à-dire, comme je dis, d'immenses métropoles mondes, des jungles tentaculaires, où on a une sorte de chaos plus ou moins contrôlé, et puis des marges plus ou moins rurales, totalement désertifiées, laissées totalement abandonnées, et puis laissées en prise à des prédateurs locaux, à des chefs de bande, une sorte de néo-féodalisme. Hein. Je me rappelle d'une série qui d'ailleurs avait été recensée à l'époque par Grégory Ponce dans une petite recension de la revue Éléments. Alors c'est la série Faust, de Serge que Lehmann. j'avais mentionné dans Orientation Rebelle. Tout à fait, mon cher Jean-Toi, heureusement que tu es là pour me rappeler. Tu me pardonneras de l'avoir oublié. Effectivement, dans cette série de Serge Lehmann, Faust, une qui trilogie. Trilogie, mais il aurait dû avoir plus de volume, mais Lehmann après a fait plutôt des nouvelles. Et justement, il a appelé ces zones désertifiées, cette frontière, le Veld. En reprenant le terme sud-africain qui évoque la brousse sud-africaine, et on voyait justement un jeune issu du Veld qui allait devenir un des agents d'une sorte d'Union européenne plus musclée et qui essaie de retrouver sa souveraineté face au règne des grands conglomérats, des grandes les instances, comme c'est-à-dire l'oligarchie. Tout à fait. Et cette histoire-là, j'ai retrouvé très récemment, Arte a diffusé une petite série française qui s'appelait Trépalium. Ouais, alors je ne l'ai pas vue. C'est pas terrible. Je ne l'ai pas vue parce que je ne regarde plus la télévision depuis très longtemps. Mais j'ai lu les commentaires dans la presse spécialisée où ça raconte 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté et il y a 20% de la population qui travaille énormément pour garder un certain niveau de vie. Ouais. Donc il y a cette idée de dichotomie. Dans l'idée, voilà, tout à fait. J'ai pensé tout à l'heure, mais je n'osais pas trop en parler parce qu'en fait, je trouve la série est très décevante. Je ne peux pas juger, je l'ai pas vu. C'est laborieux. Moi, franchement, j'ai eu du mal à venir à bout du premier épisode. Enfin, je vais essayer quand même de la regarder en entier parce que, bien entendu, je crois qu'on on te fait confiance. Parler que d'une série en connaissance, mais c'était pas extraordinaire par rapport à d'autres équivalents qu'on a pu voir. C'est vrai qu'actuellement, cette forme de dystopie est à la mode. Et on le voit avec des films, des séries comme Divergente, comme Hunger Games, etc. D'ailleurs, dont on peut tracer les limites. Notamment, il y a eu un article de... Comment s'appelle ce spécialiste du cinéma là, pour la revue Éléments. Son nom m'échappe seulement. Ludovic Maubreuil, qui a fait un très très bon article dans un numéro, je sais pas, il y a 2 ou 3 numéros de la revue Éléments, où justement, il analysait bien un petit peu les limites de ce cinéma. Qui n'arrive pas par hasard d'ailleurs. Je crois que c'est pas par hasard si on joue justement sur ses peurs, sur ses craintes, en leur donnant d'ailleurs des directions qui sont plus qu'équivoques. Et ce que montrait bien l'article, c'est que dans les choix, dans les personnages qui sont mis en avant, dans les formes de situations insurrectionnelles, c'est plutôt équivoque. Le projet qui est sous-jacent n'est pas forcément celui que nous faisons promotion. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'en étonner. On ne voit pas du tout Hollywood mettre en avant, faire la promotion de systèmes, en tout cas d'une métapolitique du cinéma qui irait à l'encontre de ces dogmes, de cette manière. Petite publicité. Voir les derniers Oscars. Voilà. Petite publicité gratuite. Dans le dernier numéro de Réfléchir et Agir, numéro 52, l'ami Pierre Gillette consacre quelques pages aux séries. Dans la partie culture. Oui. Là, ce type d'article qu'on pourrait écrire. Là, Pierre a fait ses choix. Des choix qui sont souvent très pertinents d'ailleurs. Mais là d'ailleurs, je crois que c'est toujours un sujet sur lequel, cher Jean-Louis, on pourra revenir parce que il y a énormément de choses à dire. Il y a des séries très intéressantes qui sont diffusées en ce moment. En ce moment, je reprenais notamment, Viking a repris, The Walking Dead. Moi, j'ai jamais été un fan de zombies. Mais comme je disais à certains amis il y a quelques jours, ce qui est extrêmement intéressant dans cette série, c'est la mise en situation d'individus lambda, des situations de survie extrême, de précarité, et la reformation plus ou moins problématique de tissus communautaires, avec la différence entre les loups et les agneaux. Et c'est d'ailleurs ce que montrait la dernière saison, je ne sais pas si Jean-Louis tu la regardes, où en fait de compte où on voit le noyau formé par les personnages principaux aguerris, dans une sorte de vision darwiniste. Une vision véritablement... Là, on est dans l'éthologie pure. Konrad Lorenz a adoré cette série, je pense. Ou Eibel Sabelsfeld. On voit, c'est vrai, se confronter à d'autres communautés qui ont pu survivre, mais qui n'ont pas cet instinct de survie, cet instinct cette agressivité nécessaire de survie. Et on voit le choc qu'il y a entre les deux. On voit aussi qui sont les alphas du groupe qui vont prendre le dessus. Et en fait, compte, toutes ces équilibres se mettent en place et avec une grande vérité psychologique.
Au-delà des zombies qui sont l'alibi en fin de compte, parce que l'ennemi, le danger pourrait être autre. Alors on a pris les zombies parce que c'est un peu à la mode, et je vous dis, il faut moi ce qui me concerne. Et c'est moins dangereux puisqu'à l'heure actuelle, les ligues de petites vertus ne versent pas encore dans la zombiphobie. Et voilà, là on peut flinguer un zombie enfant avec un coup de 44 Magnum de la tronche, ça va pas faire jaser dans les chaumières. Non, on peut plus les représenter avec le petit doigt trop court, mais par contre, en effet, sous la forme zombie, ça va tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser la petite série aussi que je voulais souligner, c'est une série qui s'appelle Outsiders, avec un acteur qui s'appelle David Morse, qui est un acteur un peu de second plan qu'on voit dans pas mal de films. Ça décrit l'existence plus ou moins probable, en fait, compte d'une tribu de rednecks américains au fin fond des Appalaches. Je crois que c'est le Kentucky ou le Tennessee. Je ne suis même pas sûr sur le Kentucky, peu importe. Au fin fond des Appalaches. Mais une communauté qui serait totalement coupée de la modernité, des évolutions de la modernité. Il serait resté souché à des traditions que l'on devine d'origine plus ou moins irlandaise. Avec un vocabulaire, avec une forme d'auto-organisation politique, et donc une communauté qui est en but aux envies prédatrices des compagnies pétrolières du coin, donc charbonnières, qui veulent mettre la main sur des gisements de charbon potentiels, et on voit donc leur résistance et à la fois leur capacité d'auto-organisation, les luttes internes, etc. La série n'est pas mal. Je pense qu'il faudrait passer. Là, on doit être au 6e épisode, je crois. Je n'ai pas regardé le dernier cette semaine. Mais elle demanderait, comme toujours dans ces séries, ce que j'essaie de dire aux amis auditeurs, des fois, des séries mettent un peu de temps à décoller. Il faut se donner le temps de regarder au moins une saison. Parfois, il faut attendre la deuxième. Et là, on voit des fois de très bonnes surprises. Un scénario, une histoire prend vraiment son envol après avoir posé les jalons. Et donc, cette série est très intéressante. J'en ai parlé à l'ami Maurice, Jean d'ailleurs, qui a regardé ça avec beaucoup d'intérêt, parce qu'on voit justement là une sorte de base autonome durable, terme qui était cher, et que nous devons à notre ami Michel Drac et ses camarades du Scriptoblog. Donc on voit une base autonome durable en acte. Même si, dans le scénario, c'est vrai que cet isolement de la modernité, il y a parmi les personnages clés de ces communautés, on a justement l'un d'entre eux qui a vécu un certain temps parmi ceux d'en bas, comme ils disent, et qui justement a les capacités techniques de leur permettre de maîtriser certains objets techniques qu'ils n'ont jamais maîtrisés, en fait, donc qui n'ont jamais possédés. Donc, c'est une série intéressante qui mérite d'être découverte, et même si on ne sait pas trop après comment elle va tourner. Voilà, je vais en terminer là pour les séries, parce que c'est quand même toi qu'on reçoit ton livre. Mais je parle de tout ce qui est médiatique dans Éléments pour une pensée extrême. Mais là, comme on l'avait dit dans une précédente émission, je crois que c'est très intéressant dans ce phénomène des séries télévisées, et malheureusement en dominante anglo-saxonne, c'est que, au-delà de blockbusters hollywoodiens qui sont beaucoup plus formatés, pour toucher un public plus vaste, au niveau du nombre d'entrées qu'on peut faire sur la planète. On a des séries souvent qui sont diffusées sur des chaînes câblées, payantes, dont ça permet une plus grande latitude aux scénaristes et une plus grande liberté. Et qui souvent aussi, comme on le disait, sont les reflets à la fois des espoirs, des craintes, qui sont aussi les reflets des représentations ambiantes. Et qui, là aussi, les messages diffusés peuvent être équivoques. Ils ne sont pas toujours délibérés non plus. Souvent, ils reflètent aussi un inconscient. Ils reflètent ce que les Allemands appellent un Zeitgeist, un esprit du temps. Et en cela, c'est extrêmement intéressant. En plus, bien sûr, de l'aspect divertissant, qui n'est pas négligeable non plus, ne le cachons pas. Sur le sujet, avant de conclure, il est très intéressant de savoir que Pablo Iglesias et Podemos, c'est-à-dire la gauche radicale espagnole, ont édité un livre traduit en français qui s'intitule « Les leçons politiques de Game of Thrones », qui est pas mal du tout, il faut le reconnaître. D'ailleurs, il cite énormément Carl Schmitt, le grand auteur sulfureux récupéré par la gauche radicale. Ça me fait doucement rigoler. Mais il faut lire quand même ces leçons politiques, même si c'est d'un point de vue, bien sûr, de gauche et d'extrême gauche. Oui, mais c'est intéressant. Même si la série, il faut reconnaître, s'essouffle un petit peu. Enfin, je ne sais pas s'il y en a certains qui la regardent. Le problème, c'est qu'elle n'est plus adossée à son auteur, en fait, puisqu'ils sont obligés. Il y a maintenant une uchronie. Ils sont en roue libre par rapport à ce qui a déjà été écrit par l'auteur dont le nom m'échappe. Ils font un peu une surenchère. Georges R.R. Martin. Oui, voilà. Mon cher Jean-Louis. Il y a une sorte de surenchère aussi de violence et de sexe gratuit. C'est pas que ça m'offusque, les auditeurs s'en douteront. Mais là, on sent que vraiment, il y a une sorte de surenchère un peu dans l'air du temps. Oui, non, je pense qu'ils savent pas. Je pense qu'ils savent pas où ils vont. Ils ne savent plus où ils vont. Donc, et comme Martin a clairement déclaré qu'il n'était pas là pour chercher le fric et que donc il n'écrirait pas plus vite
sous prétexte que la série avait avancé plus rapidement que ce qu'il avait déjà produit. Je pense qu'ils sont quand même globalement dans une impasse. Alors que bon, d'autres séries montrent toujours un intérêt qui ne se dément pas. J'en citerai 2 pour terminer, qui me reviennent. Donc Viking qui a repris. Alors la Viking, alors là on voit simplement le Rolf, le premier duc Normandie historique qui commence à trouver sa place en trahissant son sang et son origine. Et surtout, ce qui est bien dans Viking, c'est qu'il y a une restitution assez réaliste, sûrement une des plus belles reconstitutions de l'univers viking à l'écran, que ce soit cinéma et séries télévisées confondues. Et d'autre part aussi, ça me fait penser à un essai qui vient de sortir, et que je pourrais citer aujourd'hui, mais dont je parlerai dans mes futures chroniques, l'essai de Colin Cleary sur l'esprit du paganisme, l'essai sur le paganisme qui est sorti aux éditions du Lord, ton éditeur, Georges. Comment s'ouvrir au paganisme, comment appréhender aujourd'hui la pratique du paganisme, comment essayer de l'appréhender même à l'époque. Et je trouve que la série y arrive très justement sans tomber dans un surnaturel de pacotille, etc. à travers certains flashs, certaines scènes. Et ça recommence un petit peu dans vraiment la première scène là, du premier épisode de la 4e saison, où on a les portes du Valhalla qui s'ouvrent devant Ragnar, qui en semi-songe. Je te dis tout de suite, je connais pas cette série. Ouais, comme je regarde rarement la télévision. Tu peux la trouver sur ton ordinateur, hein. Tu n'as pas besoin de regarder la télé pour ça. Donc, mais je t'encourage. Oui, mais j'ai d'autres choses à. Je sais bien. C'est vrai que notre temps ne peut pas se démultiplier à l'infini. Nous en doutons bien. Je préfère lire et écrire. Tout à fait. Écoute, c'est tout à fait à toi. En tout cas, tu écris beaucoup plus que nous. Et c'est tout à fait méritoire. C'est sûr qu'il faut savoir employer son temps et ses capacités selon nos prédispositions personnelles. Alors, pour revenir à ton livre, Georges, quelque chose qui est très important et qui aussi pareil est une sorte de leitmotiv dans les différentes analyses, et qu'elles soient dans ce livre ou dans les précédents, c'est aussi cette idée d'autonomie. Cette idée aussi de nous en tirer par nous-mêmes. Je reprends un petit peu l'appellation du parti de nos camarades irlandais, Sinn Féin, dont nous reparlerons donc le mois prochain pour les célébrations de l'insurrection de Pâques 1916. Donc l'idée d'autonomie des Sinn Féin, c'est aussi cette idée aussi de retrouver des vieux droits, de vieilles prérogatives qui furent celles de nos peuples de manière multiséculaire, à travers notamment le droit du port d'armes. Exactement. Le droit de l'homme libre est un homme en armes, c'est une manière. Donc tu reviens là-dessus. Alors il y a plusieurs points que tu abordes. D'abord l'autonomie. Je suis un défenseur de tout ce qui est autonomie locale. Autonomie politique, autonomie culturelle, autonomie économique, par une relocalisation de toutes les activités possibles. Aussi une relocalisation des énergies, pour que chaque foyer, chaque famille puisse produire sa propre énergie, par exemple en créant du méthane. Le méthane, on récupère le fumier des animaux, voire ses propres excréments, on fait fermenter, ça dégage du méthane et on peut faire chauffer la maison. Deuxième point concernant l'autonomie, je suis favorable à des entités politiques autonomes dans le cadre d'une autarcie économique, puisque dans Éléments pour une pensée extrême, je fais la célébration de l'autarcie économique, qui est indispensable à l'heure actuelle. Étant viscéralement antilibéral, hostile au libéralisme, qu'il soit philosophique, politique, religieux, sociologique, eh bien j'estime qu'il faut mettre un terme au libre-échange mondial et revenir à une relocalisation. Par contre, troisième point, j'imagine qu'il n'est pas opposé à un libre-échange maîtrisé au sein même d'une ère alors il faut que Guillaume Fay appelé à la suite donc dans des grébines notamment les espaces autocentrés. Alors je suis favorable aux espaces autocentrés avec quand même le maximum de relocalisation possible pour qu'il y ait un minimum d'échanges économiques, pour que chaque ensemble soit autosuffisant. Ouais. Car l'autosuffisance alimentaire, énergétique sont des enjeux majeurs pour le XXIe siècle. Et puis, je suis aussi pour l'autonomie des personnes en défendant le port d'armes et la détention d'armes. Port d'armes, c'est-à-dire pouvoir venir au studio de Méridien Zéro avec mon AK-47. Si tu veux. Aussi, quel millésime. Si tu veux, ma Sturmgewehr.
Parce que bon, Emmanuel Albache, que nous avons invité dans cette émission, lui avait le millésime modèle 56, je crois. Hein, donc, eh bien, suivons Emmanuel Albache. Et puis Lorsqu'il a aussi rafalé à avoir Beyrouth. la détention d'armes, c'est-à-dire avoir chez soi, par exemple, un Panzer Tigre. Oui, dans son jardin, c'est Eh pour oui. mettre les pots de fleurs. C'est Exactement, c'est On remarque extraordinaire. qu'on a déjà des éléments intéressants. Bien sûr, on a vu un char tigre en char carnaval de défilé en Allemagne hein, qui a fait un petit peu le buzz. Oui, j'ai dans vu les ça médias, aussi. voilà, avec des slogans tout à fait sympathiques à l'attention de nos envahisseurs du moment. Là. Donc je crois que pourquoi pas, effectivement. Eh bien, à l'heure actuelle, malheureusement, là on le prend un peu sur le ton de la rigolade. Bah, À l'heure il faut bien actuelle, un on peu, constate, et surtout avec Valls, Hollande, Cazeneuve, il y a une réduction de plus en plus importante du port d'armes. Ce qui est scandaleux. Alors, du port d'armes, pas exactement. Dans le Détention. sens où. Et éventuellement la détention, mais il n'y a pas eu de modification profonde de Il y a la le projet de loi. législation. Oui, mais c'est pas un projet de loi qui. La loi Cazeneuve ne vient pas modifier en profondeur la législation actuelle. La vraie menace, elle est européenne. Voilà, en fait. européenne, ce que je veux dire. C'est ce que la commission, c'est ce que la commission de Bruxelles envisage à l'échelle de l'Union européenne, qui en effet, en gros, un alignement hein, sur ce qui se passe au Royaume-Uni. C'est-à-dire, en effet, l'accès totalement interdit pour un citoyen lambda à tout type d'armes à feu et même de couteaux, puisque vous savez qu'en Angleterre, on n'a pas le droit de se promener avec un couteau dans la poche. Donc, suite à des poignardages, hein, toutes des histoires qu'il y avait eu il y a maintenant une petite dizaine d'années. Mais donc, il y a clairement un alignement qui est proposé par la Commission de Bruxelles sur ce modèle-là, qui est un modèle... alors, on n'est même pas restrictif, on est au-delà, puisque de toute façon, il n'y a pas d'accès du tout aux armes à feu en Grande-Bretagne. Donc, bon. Et ça, je pense que c'est plus... parce que je pense que le gouvernement français est pris entre deux feux. Entre, d'un côté, cette volonté... qui là aussi est ancestrale après tout, hein, la fin des duels et l'interdiction du duel Le a monopole été de la violence, a participé de cette volonté pour l'État de contrôler la violence. Donc ils sont pris d'un côté sur ce mouvement qui est pluriséculaire et en même temps une des conquêtes de la Révolution française et de la République qui a été la chasse. Qui fait qu'aujourd'hui, on a, je ne sais plus combien de chasseurs en France. Je sais qu'il y a à peu près 180 000 licences licenciées à la Fédération française de tir. Mais sur ces 180 000, certains peuvent être chasseurs sans avoir forcément d'armes chez eux. Bon. Mais je pense que le gouvernement est pris entre ces deux pôles. Il est pris entre ces deux feux. La commission de Bruxelles, elle, ne l'est pas du tout. Ils en ont absolument rien à faire. D'ailleurs, la chasse est de plus en plus mal vue dans un certain nombre de pays, dont par exemple le Royaume-Uni. Donc, si à un moment ils arrivaient à faire passer cette directive à l'échelle de l'Union européenne, je pense qu'en effet, ils seraient ravis. Et je pense que, de mon point de vue, la principale menace, elle est là, hein, clairement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, en Je tout m'étais cas, mal bon, exprimé. Ouais, non, mais en tout cas, de toute façon, il n'en reste pas moins que nous sommes dans une logique qui est beaucoup plus ancienne. Ah oui, bien sûr. De bien sûr. dépriver donc l'homme libre de sa capacité et de son droit à se défendre. Quoi, à défendre Quand vous ouais, vous à souvenez défendre qu'au lui, début les du siens, XXe quoi, siècle, c'est tout. le catalogue de vente par correspondance Manu France vendait des pistolets, des revolvers et des fusils. Non, mais on voit en tout cas aujourd'hui ce qu'il en est, bon, notamment aux États-Unis. Hein, on peut dire beaucoup de choses aux États-Unis. On sait très bien que, bon, comme toute chose, on a aussi des aspects intéressants et positifs. Et là, bon, on voit que les Américains, bon, pour le meilleur, pour le pire, hein, on va bien se rejaser toujours sur des faits divers dramatiques et sanglants. Mais au-delà de ça, on voit que les Américains ont conservé. Après, ça dépend des États quand même. Oui, hein. ça Oui, dépend. non, mais bien sûr, ça dépend des États, mais quand même, il y a quand même un reliquat important qui renvoie à cette tradition. C'est de tradition européenne, bon, de l'homme en armes, de la milice, hein, Oui. de l'idée de milice, bon, qui aujourd'hui se maintient plus ou moins, bon, dans certains pays européens comme la Suisse. Après, la Suisse n'est pas le paradis non plus rêvé. Bon, on en avait discuté avec Bernard Wicht quand tu D'ailleurs, l'as- ils sont quand en tu train l'avais de invité. tirer la vis. En Tout à Suisse, fait, hein, là, il y a avec des côtés quand même bon, très ridicules, hein. En Suisse, par exemple, on a le droit d'avoir un pistolet avec un canon fileté. On a le droit d'avoir un réducteur de son, hein, ce qu'on appelle communément un silencieux. ouais. Mais on n'a pas le droit de mettre le silencieux au bout du pistolet. Parce que là, après, on enfreint la loi, quoi. Donc, bon, Oui, mais bon, là, je crois que la Suisse n'est pas d'exception. Hein. On a souvent, bon, dans les rédactions des articles de loi, des absurdités kafkaïennes, bon, qui sont pas qu'on retrouve notamment chez nous, et pas uniquement sous nos latitudes, quoi.
d'une certaine manière. Donc voilà, donc je crois que c'est important aussi de voir que tu défends à tous ces niveaux cette idée fondamentale d'autonomie, une autonomie aussi mentale, avant tout. Donc, Sortir des médias. Sur des médias. Alors, Sortir des médias, quand je dis des médias, ce sont des médias officiels et se tourner vers d'autres médias, comme par exemple le Méridien Zéro. Ça va de soi, bien sûr. Sinon, pas le monopole, et heureusement. D'ailleurs, médias, là, oui, tu reviens sur un point. Là aussi, c'est une provocation de ma part. Voilà, vas-y. Alors, vas-y, média, que provoque-nous. j'écris média avec un T. Parce que en français, l'adjectif donne médiatique. Tu sais que j'ai embrayé sur toi. Et donc, il y a quelques années de cela, un certain Christian Terrasse, qui est le patron de la revue chrétienne progressiste Goliath, basée à Lyon, avait écrit un article contre les révisionnistes en disant que ceux qui mettaient un T à média, c'était d'affreux révisionnistes. Eh bien, parce que c'est Pierre Guillaume à l'époque, donc dans la Pierre vie Guillaume, venu de l'extrême gauche. Qui en effet avait revendiqué cette façon d'écrire ce mot. Or, dans un livre datant de 1981 qui s'intitule Les compagnons secrets du général de Gaulle, rédigé par un certain R.P. Martin, il y a toute une note qui indique qu'il faut employer le terme média avec un T au nom de la défense de la langue française contre le terme anglicisé de média. Et je cite cette note venant de quelqu'un qui se réclame du gaullisme intégral. Oui. Donc à l'opposé de ce que pense Christian Terrasse. Du gaullisme et profondeur, un ouvrage cher à Jean Parvulesco d'ailleurs. Oui. Ouvrage difficilement trouvable de nos jours. Tu sais que je le cherchais chez Tridaniel, je crois. Oui, exactement. Oui. Non, le Rocher Tridaniel. Coédition. Puisque j'ai l'ouvrage dans mon immense bibliothèque. Moi, je l'ai laissé passer à l'époque. Non, c'est un ouvrage intéressant parce qu'en fait, il y a... Très spécial, très original. Sur le gaullisme que revendiquait Jean Parvulesco. Un gaullisme très eschatologique que peut-être on découvrira vers 2020. Et puis il y a l'attaque de base secrète nazie. Alors ça, c'est ensuite le renversement qui est le deuxième tome. Parce que dans le premier tome, il y a une sorte d'ordre des compagnons secrets du général de Gaulle avec un certain... Jean-Louis, on délire un peu. Non, mais je rigole pas, je rigole. Ça, c'est le gaullisme secret. Il faut savoir qu'à Méridien Zéro, il y a eu un gaullisme secret. On a eu nos périodes. Contre je ne Pompidou. me moque pas. Moi, j'ai eu une phase où je prenais un verre une à deux fois par mois à Jean Parvulesco au Café des Éditeurs, et ça durait à peu près un an. À l'époque, d'ailleurs, je lui avais présenté aussi Gabriel Adinolfi, et j'avoue que c'était une période tout à fait exaltante de mon existence. Parce que le personnage était ce qu'il était. De cette manière, je dois m'enorgueillir d'avoir eu la force et la volonté de lire pratiquement tous ses ouvrages jusqu'au bout. Je ne sais pas si je recommettrai l'exploit, que les parvulesquiens de Strictoviance me pardonnent ces paroles hérétiques et blasphématoires. Mais non, il y a toujours un côté exaltant chez Jean Parvulesco. Bon, après, à savoir, est-ce qu'on franchit le stade d'une fiction gentiment hallucinée, de vision, plus ou moins, on va dire, connectée à une certaine réalité, on ne sait rien. Mais le personnage était vraiment transcendant de cette manière, très, très... Et voilà, cet ouvrage que nous livrons un peu à l'attention de nos auditeurs, c'est deux ouvrages du R.P. Martin, dont s'inscrivait... Moi, je crois que c'est le Révérend Père. Oui, Révérend Père, tout à fait. Oui, puis c'était lié à des mouvements chrétiens, ordre dominicain, ordre franciscain. C'est assez original et c'est connecté aussi avec le fameux prieuré de Sion. Alors moi, on retrouve avec Pierre Plantard de Saint-Pierre. Bref, c'est lié avec le roi mérovingien. C'est assez délirant. Non, mais en tout cas, si je devais conseiller un ouvrage de Jean Parvulesco à nos auditeurs, ce serait La Spirale prophétique. Ah oui. Qui reprenait une série d'articles. Alors, le génie qu'avait Parvulesco, c'est de faire des lectures de certaines œuvres littéraires, des lectures qu'il haïssait à un autre niveau de réalité. Je pense notamment à tous ces romans fantastiques qui ont été édités par les nouvelles éditions Oswald, qui reprenaient pour tous ces écrits de ces écrivains de fin du 19e du 20e siècle, qui étaient plus ou moins affiliés au cénacle occultiste de la Golden Dawn, The Outer, donc chez un certain, cette aube dorée de l'époque, qui n'est pas l'aube dorée d'aujourd'hui en Grèce. Donc il jetait un autre regard, à la lumière d'une certaine gnose, qui renvoie au thème hyperboréen, etc. C'était tout à fait exaltant.
Voilà, on revoyait certains ouvrages, certains auteurs à la lumière des considérations perdues. Je me rappelle que j'avais fait d'ailleurs une conférence lors d'un café, ce qu'on appelait à l'époque les cafés métaphysiques, qui était animé par Christophe Levallois, qui fut une des figures de la pensée traditionnelle en France, dans la lignée des écrits de Guénon et Voilà. Donc à l'époque, il y avait Arnaud Guillot-Janin aussi qui est déjà venu. Oui, il est déjà venu sur voilà, MZ. qui animait aussi ces cafés, et je me rappelle avoir fait quelques digressions sur cette vision, cette approche que Jean-Paul Lescaut faisait d'une certaine littérature fantastique, para-occultiste. Bon, c'était un petit peu des dadas de l'époque. Bon, voilà. On n'est pas là pour parler totalement de ça. Donc on va revenir bien sûr à ton ouvrage, Éléments pour une pensée extrême, donc aux éditions du Lore, pour la modique somme de 30 €. 30 €, oui, bon, c'est 30 €, mais bon, c'est 30 € quand même qui... Il y a des munitions à l'intérieur. Il y a des munitions à Et l'intérieur. voilà, il y a des munitions, donc c'est donné pour les munitions qu'on peut y trouver. Donc on parlait des médias, bien sûr, bon, tu ne te prives pas, au vu de dire tout le bien que tu penses du mainstream donc médiatique Ah oui, je suis un grand fan. occidental, donc en prenant, pareil, là, pour t'appuyer des cas précis, des cas de figure. Venons-en un petit peu à l'échelon international, si tu veux bien. Non, là, pareil, tu traces des voies alternatives. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous rentrons dans une drôle de période où des choses s'accélèrent, où des puissances en réémergence, où des dangers s'amoncellent à l'horizon. Puis, on ne parlera pas, bien sûr, mais on peut en parler, bien sûr, de ces flots invasifs, de cette évasion migratoire que nous subissons, et qui nous rappelle fâcheusement certaines périodes de notre histoire. La comparaison à l'Empire romain nous viendra après, tout de suite à l'esprit. D'ailleurs, Oui. j'en parle dans le dernier numéro de Réfléchir et Agir. Alors tiens, tant que nous y sommes, Oui. voilà, présente-nous, justement, comme nous parlons de cette actualité brûlante, présente-nous Alors, la dernière livraison de le Réfléchir numéro à Agir. 52 de Réfléchir et Agir traite comme dossier principal le camp des Saints. On parle de l'invasion migratoire actuelle, avec des entretiens du Hongrois Ferenc Almasi, Voilà, de l'ami camarade. croate Tomislav Sunic, qui font un entretien croisé sur la perception en Hongrie et en Croatie de ce phénomène migratoire, car je rappelle que pour l'Europe centrale et orientale, le déferlement migratoire est une nouveauté considérable pour les populations locales, alors que nous, ça fait quand même longtemps qu'on est au contact des populations allogènes. J'interroge aussi le pasteur Jean-Pierre Blanchard, bien connu pour son aide au SDF, qui découvre et qui confirme ce que nous savons, c'est-à-dire que les immigrés envahisseurs sont prioritaires par rapport aux SDF. J'interroge aussi, bien sûr, le grand écrivain Renaud Camus, auteur de la notion véridique de grand remplacement. Oui, tout à fait. Et mon article qui conclut ce dossier, je mets en parallèle notre situation actuelle avec les grandes invasions du 3e, 5e siècle de notre ère. Sur un peu sur la tambouille, pourquoi ce passage de témoin, puisque les auditeurs et auditrices savent que le grand ordinateur, en gros ordonnateur, pardon, pas ordinateur, n'importe quoi. Le grand ordonnateur, on va dire le maestro de Réfléchir et Agir depuis quelques années, le camarade Crampon. Le communicateur. Alors depuis l'origine, c'est Eugène qui Voilà, s'occupe. comment ça se fait? Alors Qu'est-ce tout qui- simplement, j'ai les dents qui rayent le parterre. Ah, Donc je j'ai le convoqué savais, je un le jour savais. Eugène, je l'ai invité, je l'ai enlevé, et aujourd'hui il croupit quelque part au fin fond d'un cachot de mon château privé. Ouais, c'est pas vrai parce que Voilà. les auditeurs ont pu l'entendre vendredi dernier. Donc il s'est évadé. Mince. PGL, t'aurais dû mieux le garder. Non, Alors, c'est- tout simplement. bon, le Tout gène, simplement, je laisse. c'est parce que Eugène avait un petit peu, il a pris une période de congé sabbatique et il était un petit peu fatigué parce que s'occuper d'une revue, c'est relativement depuis quelques prenant. années, oui. depuis le Depuis début. très longtemps, voilà, non. Depuis même à l'époque où REA était en fanzine, c'est-à-dire 1993, eh bien, Pierre Gilliette et Eugène Crampon se sont interrogés qui était la personne la plus appropriée pour reprendre la partie dossier de la revue, et ils ont estimé que c'était votre serviteur. Et Bah, j'ai bien bon sûr choix, bon accepté. D'accord, bah, très bien. Dans le dossier, il y a un excellent reportage de Kevin Reich sur la vie à Calais, intitulé « Calais aujourd'hui, la France demain », point d'interrogation, qui montre l'enfer au quotidien des Calaisiens. C'est inimaginable et pourtant cela existe. C'est terrifiant. Donc j'invite tous les auditeurs de Méridien Zéro à acheter ce numéro 52
de réfléchir et agir, ou même mieux de s'y abonner, parce qu'il y a toujours le cadeau pour les abonnés, cadeau exclusif, c'est-à-dire un prochain hors-série numéro 2 sur de grands écrivains. Et puis dans ce numéro, en dehors de cet excellent dossier, il y a des articles de fond sur le jeune Sioran, sur les frères Tarot, sur les séries, comme je l'ai dit tout à l'heure, écrites par l'ami Pierre Gillette, et puis de très nombreuses recensions. Comme toujours. Et en plus, RIA est maintenant en couleur. Voilà, j'allais dire là-dessus. On c'est- s'est vous, avez, ouvert. vous avez cassé la tirelire. Oui, tout simplement, on a Qui eu... vous paye là? Alors, La c'est Corée du Nord, Christiane, la Corée du Nord, c'est la Corée Christiane du- la Corée Taubira du Nord. qui nous a offert ses charmes. Désolé. Non, c'est pas du tout. On a simplement braqué une banque. Non, pas du tout. On a tout simplement, aujourd'hui, grâce au fait d'impression, le coût en couleur est légèrement plus élevé qu'un coût traditionnel noir et blanc. Bon, en tout Tout cas, simplement. Bah, c'est très agréable, hein, ça rend la maquette d'autant plus agréable. donc à lire. pas de fonds venus de Pyongyang. Parce que bon, de Moscou, je crois que se tarie un petit peu. Ils sont déjà overbookés, Moscou, chez nous. Donc, En fait, les c'est fonds viennent de Pyongyang. New York et de l'OTAN. Ah ben ça. Mais il fallait pas que je le dise. dise. Faut pas le dire. Ensuite, pour les auditeurs de Méridien Zéro, abonnement, et aux premiers abonnements, on peut proposer d'adopter une famille de migrants. Voilà, Ouais, c'est une offre. je suis pas certain que ce soit l'offre la plus attractive qui soit. Mais je pense qu'il faut s'ouvrir à la diversité. Oui, mon cher non, mais ça, Jean-Louis. bien sûr, on est bien d'accord. Soyons plus que jamais multicolorés. Non, toi par contre, tiens, ça me fait penser, je vais rebondir là-dessus. Là. On déplore les effets du multiculturalisme. Hein, même une Angela Merkel, avant qu'elle nous fasse dans la promotion des migrations en tout genre, avait du bout des lèvres déploré l'échec de ce modèle. Toi, au fil de tes articles, tu emploies le terme de polyculturalisme. Je me rappelle que tu l'avais mis en avant dans... Orientation rebelle. Oui, même avant. Lors des unités Oui, exactement. dans le bulletin hebdomadaire de l'âtre, qui était rédigé par les participants. Donc déjà à l'époque, j'ai dit tiens, qu'est-ce qu'il nous fait le Georges là il essaie un peu de jouer sur les mots, passer des polyculturalistes et multiculturalistes. À l'époque aussi, il y avait des débats lancés par la revue Éléments, numéro d'ailleurs, qui était dispensable, mais bon, on n'épiloguera pas, on ne détaillera pas. Alors, polyculturalisme, vas-y. Alors, tout simplement, le multiculturalisme, c'est déjà un mot valise qui est un peu tromperie sur la marchandise. Car multiculturalisme, ça voudrait dire plusieurs cultures. En fait, dans le système actuel, c'est multiracialisme avec une culture unique qui est marchande. Polyculturalisme, plusieurs cultures enracinées. La France est naturellement polyculturaliste, c'est-à-dire il y a une culture française, mais aussi des expressions culturelles corse, catalanes, basques, alsaciennes, auvergnates, etc., etc. Et à l'échelle de l'Europe, il y a de nombreuses cultures qui forment la civilisation européenne. Eh bien, j'estime qu'il faut défendre une forme de cosmopolitisme enraciné, que j'appellerais l'europolitisme. Parce que cosmopolitisme, le terme est aussi beaucoup trop connoté. Équivoque, connoté. Mais par Est-ce exemple, que c'est pas tout l'Empire simplement des la Habsbourg... nation en fait Ah non, la nation dans est le cas de la France. Non, mais dans le cas de la France. Alors, dans l'entretien que je donne aux amis du cercle non conforme, grâce à Donatien, j'évoque Emmanuel Todd qui explique très bien que la France est un empire qui a mal tourné. Et ce qui a mal tourné, c'est la nation. Car la nation, c'est la réduction à l'un. C'est l'unité nationale avec la réduction de toutes les différences. Alors que j'estime que les communautés en France, les communautés autochtones enracinées, ont le droit de s'épanouir et de se développer. Par exemple, je suis très réticent pour la ratification de la charte des langues régionales et minoritaires voulue par l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que, non pas pour que le breton ou le corse soit langue officielle ou bien langue administrative en Corse, le fait que Jean-Guy Talamoni fasse un discours à la présidence de l'Assemblée territoriale de Corse en Corse, j'estime c'est parfaitement normal, c'est logique. En revanche, il y a les populations immigrées extra-européennes qui pourraient imposer aussi leur langue. Or, le kabyle, l'arabe, le turc ne sont pas des langues européennes. Nous devons être des Européens. Voilà pourquoi je défends voilà, le polyculturalisme. Ouais. Le polyculturalisme, c'est une diversité de cultures autochtones enracinées contre l'arasement marchand mondialiste. En tout cas, on se doute bien dans cette loi que tu évoques, qui a fait couler beaucoup d'encre, dans cette charte des langues régionales et minoritaires, que dans l'esprit
de nos eurocrates, il y a surtout le terme minoritaire auquel Oui, ils pensent, exactement. et qui a effectivement cette arrière-pensée de donner des droits linguistiques, voire davantage, à ces minorités allogènes, ces minorités donc extra-européennes qui sont aujourd'hui, qui tentent de faire souche sur notre territoire, et donc à propos desquelles nos positions doivent être plus que jamais claires. Oui, puis c'est là aussi, c'est un petit peu ce qui a servi de fondement aussi à la loi Taubira. C'est en fait l'égalité poussée dans ses retranchements. C'est-à-dire l'égalité poussée dans sa logique ultime. On reconnaît les langues minoritaires européennes, il n'y a pas de souci. Comme de toute façon, on ne leur accorde pas un statut privilégié sous prétexte qu'elles sont européennes, à ce moment-là, ce sont toutes les langues minoritaires qui sont du coup mises sur le même niveau, donc y compris des langues minoritaires allogènes. Issues de l'immigration. Tout à fait. Eh bien, je suis contre cette égalité. Je suis pour une saine inégalité. Priorité chez nous, application de la préférence régionale, nationale et européenne. Ce que fait pratiquement les 3/4 de la planète. Bien On entendu. oublie trop souvent de le dire. Mais on oublie que l'Union pseudo-européenne ou soi-disant européenne est une machine de guerre du mondialisme et de l'atlantisme. Et il s'agit de détruire toutes nos identités. Ce qu'avaient bien vu Dominique Vénère, Maurice Bardèche et les grands anciens. Oui, et bien d'autres d'ailleurs. Et bien d'autres aussi. Non, c'est pour ça que là tu le précisais, tu l'induisais, nous ne sommes pas nationalistes au sens strict, ni nationnistes. De cette manière, il y aurait peut-être un terme qui refuse. En tout cas, quand je dis nous, c'est la plupart d'entre nous autour de ce micro. Après, bien sûr, même au sein de Méridien Zéro, il y a diverses sensibilités ont droit d'expression et sont présentes. Mais c'est vrai que le corps, la vision qui sous-tend la majorité des fondateurs de notre radio et de la mouvance dont elle est issue, sont partisans comme toi, et donc tu es un de ceux qui contribuent à la diffuser et à la formuler d'une vision impériale, d'une vision qui ressort de ce que nous avons précisé tout à l'heure, cette identité triscalaire, sur 3 échelles, ces échelles qui se complètent une fois de plus, je rappelle qu'ils ne s'opposent pas, et nous prenons en compte la dimension nationale de l'histoire de notre pays, mais comme on dit, c'est un nationalisme historique. On ne va pas renier, on ne va pas balayer d'un revers de main des plus de 1000 ans d'histoire nationale française avec ces ondes d'ombre et de lumière. Simplement, à nous de faire l'inventaire. Comme le disaient beaucoup d'entre nous, que ce soit le jeune Guillaume Faye, avec son idée de métamorphose, feu Dominique Vénère, son idée de traditionnisme. Il s'agit de se remparer à la fois d'un esprit, mais surtout de faire le tri positif dans notre passé, de nous réapproprier ce qui est à même de nous inspirer, pour rebâtir au futur, de cette manière. Ne pas rester sur des figés, donc ne pas... En fin de compte, notre histoire, d'une certaine manière, elle est un bloc, bien sûr, mais dans ce bloc, nous devons voir ce qui a été taillé correctement et écarter le reste. En tout cas, il ne faut pas oublier ce que disait quelqu'un pour qui je n'ai pas encore eu l'occasion d'écrire dessus, c'est Julien Freund. Dans sa biographie, Entretien avec Blanchet, intitulée L'aventure du politique, Julien Freund se définissait d'une manière excellente. Il se disait français, européen, régionaliste et gaulliste. C'est une assez bonne définition. Je pense aussi à la définition que donnait, par rapport à ça, feu Dominique Vénère, Hélène Benoît. Dominique Vénère, je parle au passé, de Benoît, je pense, le fait toujours. Il s'est défini comme un Européen de France. Exactement, ou bien Français d'Europe, cher à Pierre Drieux-La Rochelle. Oui, Européen de France peut-être, disons, 3 niveaux. Je me sens forésien, français, européen. Quand je dis Européen de France, c'est aussi au sens ethnoculturel. Bien sûr, avant tout. Pour une France européenne. Voilà. Et donc, voilà, ce qui fait... Et élément pour une pensée extrême défend cette vision de France européenne. Je défends l'idée que la France a un destin européen. On ne peut pas opposer la France et l'Europe. La vraie Europe, celle d'une union européenne des identités. La France et l'Europe sont intimement liées. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises quand je suis invité sur Méridien Zéro. Ouais, mais nous devons je ne fais que répéter. Non, mais nous ne devons jamais cesser de le répéter de toute façon. Je crois que c'est une dimension fondamentale. Et ne serait-ce aussi qu'au strict plan, au seul plan géostratégique, géopolitique. Aujourd'hui, mais pour jouer dans la cour des grands, nous devons le faire à l'échelle continentale. Donc ce n'est qu'en quelque sorte la concrétisation d'une réalité civilisationnelle aussi. Voilà. Ce qui n'empêche pas une grande diversité et donc qui rejoint le terme que tu as mis en avant, celui de polyculturalisme européen. C'est-à-dire. Le polyculturalisme européen contre le multiculturalisme marchand mondialiste.
Voilà, donc, alors justement, je crois que c'est dans ton entretien que tu donnais au camarade Donatien du Mas Auvergne, qui a eu d'ailleurs donc la pertinence de poser de très bonnes et d'excellentes questions, que tu revenais sur certains pays que tu considères comme étant des facteurs résolus de résistance à toute forme d'intégration, on va dire, transnationale et oligarchique. Donc je vous rappelle, bon, tu étais venu d'ailleurs en parler dans ce studio de Méridien Zéro, hein, d'un de tes objets d'intérêt, d'extrême intérêt et de fascination, à savoir le Bélarus d'Alexandre Loukachenko, hein, dont tu t'es fait le héros. Alors, dans Éléments passionné. pour une pensée extrême, je n'évoque absolument pas le Bélarus, Bon, bah, tu l'as déjà fait. puisque bon, j'en ai parlé voilà, dans Réflexion à l'Est, tout à paru fait. en 2012. Voilà. Par contre, dans ton entretien à donner aux camarades du cercle non conforme, tu évoques un pays d'ailleurs qui est en train de faire un peu aussi le bruit dans les rédactions du monde entier, l'actualité, avec, je crois qu'il y a eu Il y a eu le Conseil de sécurité qui a adopté des nouvelles mesures beaucoup plus Oui, puis restrictives. ils ont envoyé un missile, je crois. Et ils ont envoyé des missiles. Donc c'est la Corée du Nord, Exactement. de notre grand timonier du Galou, Kim Jong-un. Oui, exactement. je Kim crois. Jong-un et non pas Kim Jong-un. Je m'y perds. Hein. Non, Bon. Kim, Il- c'est comme dans les pays d'Extrême-Orient. Kim, c'est le nom de famille. Bah, je sais, Jong-un, ce sont les prénoms. tout à fait. Moi, j'étais resté au premier du nom. Hein, C'est le grand-père Kim Il-sung. Voilà, Kim Il-sung. Et ensuite, le père, c'est Kim Jong-il. Kim Jong-il, Kim Jong-un. Voilà. On y vient. Alors, c'est vrai que, d'ailleurs, ça me fait penser à un ouvrage qui était sorti récemment, édité chez Alexis Farmac. Que j'ai recensé sur Ope Maxima. Voilà, dont le titre m'échappe. Tu me rappelles l'auteur C'est le titre, Gordet. Ça s'appelle La Corée du Nord, le pays qui n'était pas là. est tout à fait intéressant d'ailleurs. Qui est très bien. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et surtout, on s'aperçoit que peut-être ce régime tant décrié. Alors, une fois de plus, je pense qu'on n'est pas non plus là pour faire l'apologie de ce régime. Il a ses zones d'ombre. Bon, Ouais, faut pas dire Ce plus. serait une première. Ouais, ce serait une première. Non, on s'est pas converti. On s'est pas converti au juché. Hein, on vient de pas dire Méridien Zéro, ça y est, c'est des duchéistes. Méridien Zéro est financé par Pyongyang. Voilà, c'est Pyongyang, tiens, ça enfin, voilà, c'est vrai que du côté de Moscou, il ne faut plus trop espérer, du côté de Kiev, encore moins. Washington, là, ils ont déjà fouetté. Alors, Pyongyang, justement, le juché, quelques mots Alors, sur le juche, c'est tout simplement l'autarcie économique, mais aussi le développement autosuffisant, autocentré, voulu par le père de la Corée du Nord, Kim Il-sung, au cours des années 1950. Et c'est un point de vue très intéressant, car il faut savoir que depuis 1999, la Constitution de la Corée du Nord a abrogé toute référence au communisme et au marxisme-léninisme au profit d'un système beaucoup plus nationaliste. Alors il est vrai que la Corée du Nord, c'est l'exemple de la société fermée, mais je rappelle que dans Orientation rebelle, paru en 2009, j'avais intitulé un article qui était « Pour la société fermée », par opposition radicale à la fameuse société ouverte de Karl Popper, qui est d'émanation libérale. Donc il faut être logique et conséquent avec soi-même. Si on est hostile au libre-échange, si on est contre l'invasion migratoire, il faut fermer les frontières. Et donc il faut être en faveur d'une société fermée. Fermée, ça ne veut pas dire une société de la claustration. Attention. La fermeture, ça permet d'ouvrir. On va envoyer le bunker national, le repli frileux sur soi, etc. Eh bien, pour l'heure, il faut peut-être se replier. Il faut se replier. Et la Corée du Nord, c'est surtout un État qui a intégré dans sa constitution récemment le fait d'avoir l'arme nucléaire, ce qui est très intéressant d'un point de vue de la puissance, mais aussi c'est un État qui tient tête à toute la soi-disant communauté internationale. C'est un État qui met au plus haut la souveraineté nationale et politique. À l'heure où nos États ont perdu toute forme de souveraineté politique, économique, eh bien, la Corée du Nord, quand même, résiste. Avec bien sûr ses qualités, ses défauts, mais quand même, c'est un endroit où on résiste au mondialisme. Et ça ne m'étonnerait pas que dans les prochaines années, quand la Chine se sera convertie à une certaine forme de mondialisme, un de ces éléments qui tourneboule le système, pour reprendre une expression chère à Chevènement en 2002, soit le Bélarus et aussi la Corée du Nord. Et que pourrait-on penser excusez-moi. Oui, non, c'est juste pour dire qu'on allait sans doute s'arrêter là-dessus parce que c'est la fin de l'émission, Ouais, messieurs. oui, d'accord. Oh, non, j'avais une de... Allez, deux secondes. Non, précisons, revenons dans le domaine cinématographique. Je suis aussi un fan de cinéma coréen.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, depuis à peu près une dizaine d'années, on avait des films qui, sous de forme souvent d'anticipation, envisageaient une réunification des deux Corées. Et dans tous les cas de figure, on avait une accession à la puissance nucléaire, quoi. L'accession à la puissance nucléaire est il y en faite avait- avec et la surtout- Corée du Nord. Pardon ? Ben oui. Elle est faite. Voilà, elle est de facto. Et surtout, on s'aperçoit qu'on assisterait à la naissance d'un géant nazi, là. C'est-à-dire même si on ne sait pas trop. 80 millions d'habitants. Voilà, on ne sait pas trop quel serait le prix à payer pour la remise, entre guillemets, à niveau de la Corée du Nord. C'est vrai qu'on pourrait prendre l'exemple de la RFA, de la RDA, en Europe. Mais la Corée du Nord est un État qui pratique la décroissance économique. Oui, donc, La décroissance économique, j'en parle un tout petit peu dans l'élément pour une pensée extrême. La décroissance économique est une solution qui est complémentaire à la relocalisation des activités. Non, ça pourrait être Ouais, curieux enfin, de- c'est aussi Ouais. X centaines de milliers de gens qui sont morts de faim aussi. Oui, Quand même. bien sûr. Qu'il y a même pas de la propagande Voulu par le occidentale. blocus des États-Unis. Ouais. Oui, enfin. Ouais, je dis, c'est pas de la propagande pas que. occidentale non plus. Faut pas Ouais. se voiler la face non plus. Non, ce qui serait intéressant, c'est de voir, dans une éventuelle Corée réunifiée, éviter qu'éventuellement il se produise ce qui s'est produit pour l'Allemagne, c'est-à-dire c'est en fait donc la Corée du Sud qui phagocyte la Corée du Nord, plus ou moins facilement, mais de voir soit la coexistence de deux systèmes différents mais qui peuvent se compléter, ou alors une synthèse nouvelle qui puisse apparaître. De cette manière. Je pense Ce qu'il y qui, aura... ce qui transparaît souvent dans ces films coréens là. Mais je où pense justement, que on assiste, les deux Corées ne vont pas se réunifier. Désormais, les trajectoires sont tellement différentes qu'il y aura une Corée du Sud et une Corée du Nord. Parce que l'état d'esprit est Certains totalement disaient la différent. même chose pour les deux Allemagnes, et pas si longtemps Mais avant c'est la chute beaucoup du plus mur. difficile. Oui, puis c'était il y a. Tu vois, entre-temps, il y a eu plus de 20 ans qui se sont écoulés. Plus le temps passe, plus je pense qu'en effet, il y a vraiment Mais moi, je suis pas sûr. deux nations qui se constituent. Moi, je ne suis pas sûr, parce que justement, je reviens toujours au cinéma, qui est le reflet quand même des espoirs, des tendances, etc. Il y a, mais de manière récurrente, que ce soit dans des films qui se déclinent sous le mode du polar, de films d'anticipation, de films de guerre, etc., il y a ce profond espoir, cette profonde conscience d'une unité de culture et de civilisation malgré les séparations induites par la Seconde Guerre mondiale et puis la bipolarisation ici de la guerre froide. Moi, je sais pas, je serais pas aussi catégorique que toi. Maintenant, on dit que Mais moi, j'ai un point de vue extrême. Voilà, l'avenir n'est Oui, nulle voilà, part. c'est ça. Moi, je ne serais pas étonné que dans les décennies qui viennent, on puisse aussi avoir des surprises de ce côté-là, quoi. Même si, forcément, ça ne va pas de soi au premier abord. Bon, on verra. Vous laissez les choses ouvertes. Je crois que vous vouliez parler juste avant qu'on rappelle les références du livre de Georges. Tu voulais évoquer rapidement un autre livre aussi, non, Monsieur PGL? Non, pas du tout. Non, enfin, attends. Il faut que je retrouve mon livre. Il faut que je retrouve mon livre, là. Je dois les avoir sur moi. Il faut dire que PGL vient toujours avec sa bibliothèque. Ouais. Donc elle est assez Ouais, lourde ouais. et avec son camion qui prend beaucoup de place. Il est là. Ouais, mais d'ailleurs, ça va faire plaisir à ton éditeur, faire plaisir à Jules Dufresne. Donc, il s'agit d'un ouvrage Que tu as mentionné il y a quelques minutes. que j'ai mentionné il n'y a pas longtemps, mais qui m'a envoyé il y a à peu près une dizaine de jours, et qui surtout qu'il a porté à ma connaissance. Un auteur qui l'a porté à ma connaissance, c'est un Nord-américain, qui s'appelle Colin Creary, qui vit dans l'Idaho, donc dans l'ouest des États-Unis, qui est surtout une figure un petit peu de la pensée néo-païenne nord-américaine. Or, c'est vrai qu'on nourrit souvent des méfiances par rapport à tout ce qui pourrait venir des Américains blancs, des Euro-américains. C'est vrai que le pire peut côtoyer un peu de meilleur. C'est pas toujours évident de faire le tri. Et là, on a affaire à un auteur, d'ailleurs, qui est publié sur un site que je recommande vivement, qui s'appelle Countercurrents, qui est animé par Greg Johnson, dont plusieurs ouvrages vont être traduits d'ailleurs en français très prochainement, aux éditions du Lore et chez Acribeia, et qui montre en fait compte d'une certaine vivacité et fécondité de cette pensée, de ces écrits théoriques, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, selon des préjugés, des stéréotypes bien ancrés. Dans cet ouvrage de Colin Creary s'intitule « L'appel aux dieux, essai sur le paganisme dans un monde oublié de Dieu ». Donc ce sont des textes qui sont issus d'une revue que Léopold Kessler, longtemps collaborateur de Réfléchir à Agir pour ses chroniques musicales, avait porté à mon attention il y a une quinzaine d'années, qui s'intitule Tyr, d'après le dieu nordique, qui sacrifie sa mère. Donc une revue d'ailleurs qu'avait mentionné aussi Alain Benoît. Ils avaient traduit des essais d'Alain Benoît, des textes de Jules Evola, et ils abordent un peu tout le domaine de la pensée traditionnelle et des vieux mythes européens, en particulier nordiques. Et donc là, il s'agit d'une série de ces essais publiés dans cette revue qui ont été traduits
Donc, et surtout qui montrent qui réfléchissent sur la possibilité aujourd'hui de s'ouvrir à la présence des dieux, de pratiquer, c'est même pas le mot, de s'ouvrir à une certaine dimension païenne aujourd'hui pour un homme, pour un Européen, ou en tout cas, un homme de souche européenne ou d'ascendance européenne, s'ouvrir au paganisme, à la dimension païenne, à cette dimension, avec donc des essais tout à fait stimulants. Qui montre une pensée profonde. Là aussi, on peut être surpris, ça de la part de nord-américain, un auteur qui est très marqué par la pensée des Védas, par l'œuvre de Jussi Evola, par celle d'Heidegger. Et alors, ce n'est jamais hermétique, ce n'est jamais abscon. Donc, on a 2 essais fondamentaux qui sont intitulés « Connaître les dieux » et « Phénoménologie de la présence divine », qui prennent une bonne partie de l'ouvrage. Paganisme sans Dieu, je vois, note philosophique sur les runes. Un 2e tome est également prévu, devrait paraître dans les mois qui viennent aux éditions du Lore. Et puis on peut trouver aussi des textes en français de Colin Cleary, donc sur ce site Counter Currents, que je recommande vraiment à nos auditeurs. Il y a même un chapitre consacré à cette série cultissime, Le Prisonnier. Donc cette série, ce chef-d'œuvre télévisuel, comme disait un de ses commentateurs, créé grâce au génie de Patrick McGoohan, dont l'acteur britannique. Donc c'est vraiment un essai extrêmement stimulant et que je recommande à tous ceux qui se cheminent tant bien que mal et sincèrement sur la voie du politisme européen. Donc un ouvrage de Colin Cleary, C-L-E-A-R-Y, L'appel aux dieux, essai au pluriel, sur le paganisme d'un monde oublié de Dieu. Rien sur les Gremlins ? Pardon ? Rien sur les Gremlins ? Non, même pas. Puisqu'au cours d'une dernière émissision, Maurice Jean nous a parlé de Gremlins qui avait un aspect métapolitique. Oui, mais ça j'aimerais bien voir, surtout le 2. Il faudra demander à Maurice. Et puis évidemment, on peut donc renvoyer à l'ouvrage de Georges, bien sûr, Éléments pour une pensée extrême. Voilà, aux éditions du Lore, plus de 450 pages de munitions intellectuelles de gros calibre. Qui ne peuvent que toucher leur cible, en tout cas on l'espère. Donc aux éditions du Lore, pour la somme de 30 €, une somme qui n'est pas négligeable, mais enfin ça en vaut la peine. Et l'achat, comme tous les ouvrages que tu sors, ainsi que les longues recensions inspirées que tu rédiges à la fois sur Synthèse Nationale, dans sa version papier, ainsi que sur ton site Europe Maxima, vers lesquels... Et sur Réfléchir et Agir. Et évidemment Réfléchir et Agir. Et sur Réfléchir, donc tu as signé l'édito pour la première fois, et je pense que ce n'est pas la dernière. Donc voilà, tout ça, nos auditeurs pourront s'y référer. Et une fois de plus, je le rappelle, chaque livre, chaque article, ce sont des munitions. Un livre est un fusil, comme le dit une rubrique de Réfléchir et Agir, et nos auditeurs ne doivent pas l'oublier. Donc faire cet effort de lecture dans un monde qui fait tout pour nous divertir, nous disperser. Voilà, je repasse la parole à Jean-Louis. Non, mais c'est vous qui allez enchaîner, parce que... Pourquoi ? Parce que à l'abordage, et pas de quartier. Pas de quartier.